On est en 2014, les youtubeurs se sont affirmés comme des figures médiatiques montantes. On compte désormais plus d'une trentaine de chaînes ayant dépassé le million d'abonnés. À leur tête, on retrouve Cyprien, Norman, le joueur du grenier, ou le fraîchement arrivé Squeezie. Mais une question demeure. A-t-on affaire à une véritable révolution médiatique majeure ou un simple effet de mode de cours de récré qui durerait un peu plus longtemps que prévu? Et cette hausse importante de la notoriété et de la professionnalisation ne risque-t-elle pas de tout faire s'écrouler? Je vous propose de vous plonger avec moi dans ce qui est considéré comme l'âge d'or du YouTube francophone, à moins que ce ne soit que le début de celui-ci. Pour cela, j'ai compilé des heures d'archives vidéo que vous avez probablement oubliées. J'ai sorti mes meilleurs bouquins d'analyse et je suis allé interroger 8 créateurs et créatrices qui ont gentiment accepté de me répondre pour témoigner sur leur expérience à cette période et qui ont façonné la plateforme. Enfin, j'ai aussi recueilli votre avis à travers le témoignage de 3 viewers pour avoir un point de vue un peu plus extérieur. Sans plus attendre, c'est parti. Les stars du net sont des dieux vivants. Bienvenido dans la nouvelle ère. Si les débuts de YouTube sont marqués par une domination quasi sans concurrence des 3 domaines, à savoir les podcasts, la beauté et le gaming, la suite va rapidement voir le paysage se renouveler avec l'arrivée de créateurs sortant de ses formules habituelles. Les 3 forces majeures ne disparaissent pas pour autant, en tout cas dans un premier temps, mais d'autres vont venir s'ajouter pour proposer une offre enrichie et diversifiée à une audience qui ne cesse de grandir. Les codes de la plateforme changent et deviennent dans un sens un peu moins restrictifs. C'est ainsi que naît un courant qui est pour moi fondateur sur YouTube et dont on voit encore les conséquences aujourd'hui, la vulgarisation. En 2013, Bruce crée la chaîne Y Penser. Le concept est simple, faciliter la compréhension de phénomènes scientifiques par le biais de courtes vidéos explicatives. Et quand je dis courtes, c'est relatif. Les vidéos durent environ 8-9 minutes, ce qui est considéré comme réduit de nos jours, encore plus en comparaison à celles que vous vous apprêtez à regarder, mais à l'époque, le format qui dominait, c'était plutôt 3-4 minutes. Il profite du double vieillissement de l'audience. Le vieillissement du public, déjà présent depuis plusieurs années, mais également l'arrivée de nouveaux utilisateurs plus âgés qui vont s'intéresser au phénomène. Dans le sillon d'Y Penser, d'autres profiteront de la tendance, comme Dr Nozman avec ses expériences scientifiques qui étaient déjà sur YouTube depuis un moment, l'histoire par le biais de Nota Bene, la philosophie avec Cyrus, ou encore les mathématiques avec Micmath. C'est simple, à peu près toutes les disciplines y passent. Il paraît compliqué d'affirmer avec certitude la raison du succès soudain de ces vidéos à but pédagogique sur une plateforme principalement conçue et utilisée à des fins de divertissement. Comment réussir à attirer des gens sur une vidéo expliquant le fonctionnement d'un atome plutôt qu'un énième podcast sur les différents types de profs? Pour pallier ce potentiel problème, les youtubeurs vont souvent ponctuer leurs vidéos de petites blagues ou de références contemporaines qui sortent du pur champ académique. Également, il y a immédiatement la volonté de maintenir une forme d'horizontalité. Je l'ai beaucoup expliqué, le modèle de YouTube repose sur une fausse promesse d'horizontalité. Le créateur s'adresse à l'audience comme à un semblable qui serait en capacité de répondre et d'interagir. Les vulgarisateurs vont reprendre ce dispositif. Cela leur permet de s'extraire d'une posture trop professorale, à savoir verticale, qui entrerait en contradiction avec les codes et les normes de la plateforme. J'ai toujours essayé d'éviter la verticalité. Le fait, je pense, de commencer mes vidéos en mode un t-shirt un peu... c'était des dessins un peu marrants, une casquette, et en fait de la jouer plus grand frère que sachant, ou des fois je disais clairement, je dis voilà, ça je l'ai pas lu, c'est de mettre le maximum de sources dans la description aussi pour montrer que voilà, ça sort pas de ma tête. Ce que j'ai fait, d'une certaine manière, vous auriez pu le faire. C'est pas un truc opaque, caché. Du coup, je pense que ce qui a aidé les vidéos de vulgarisation un peu comme les miennes, c'était le côté un pied dans le divertissement quand même. C'est-à-dire, on te transmet un truc sans te donner l'impression que tu es en train d'apprendre, etc. Les gens, ils aiment bien apprendre des choses de manière générale. Et plus la chose est facile et prédigérée, et c'était un peu le cas de mes vidéos, c'est-à-dire que c'est facile d'accès, t'as pas besoin de forcément beaucoup réfléchir et t'apprends des choses cool. C'est des fun facts, des anecdotes, des trucs comme ça. C'est logique aujourd'hui, mais à l'époque, quand ça marchait pas et qu'il y avait personne, là, tu te dis, tu sais pas quoi. Mais en parallèle de ça, il y a eu des vidéos longues, deep, costauds à digérer, qui marchaient aussi. Et donc ça, c'était assez surprenant. Moi, j'avoue, dans mes vidéos de vulgarisation, je m'efforçais de faire des trucs courts et très rythmés parce que je me disais, mais jamais ça intéressera pas les gens en fait. Si c'est trop long, si c'est trop deep sur le sujet, ça intéressera jamais les gens. J'avais tort. Il y avait ce format de YouTube, cette proximité, et on arrivait avec quelque chose
de neuf la culture, la science sur YouTube, mais avec des codes qui restaient relativement proches et dans le mood de l'époque, tout simplement. Et avoir un pote, entre guillemets, ou quelqu'un que tu peux assimiler comme un pote, qui te parle de maths, d'histoire, de cinoche, et que toi tu trouves ça cool, c'est quelque chose qui était nouveau en tout cas à l'époque, je pense. Et si, comme pour tous les youtubeurs, ils sont d'abord vus d'un œil méfiant, les professeurs et les institutions y voient rapidement le potentiel bénéfique. Les études vont dans ce sens en démontrant que les chaînes de vulgarisation ont un rôle éducationnel réel en permettant à des élèves notamment de s'intéresser à certains sujets. Cependant, elles soulignent aussi les lacunes académiques, notamment sur les sources de certaines vidéos. Et en même temps, c'est assez logique. Parmi ces youtubeurs, certains n'ont même pas spécialement de bagage académique antérieur sur le sujet. Mais c'est aussi ça qui a fait le succès des vulgarisateurs, parce qu'ils pouvaient se mettre au niveau de l'audience, puisque parfois, ils avaient que très peu de notions sur les sujets qu'ils abordaient eux-mêmes. Un peu de la même manière que les tutos, ou que ce meilleur pote un peu meilleur que vous en maths qui vous aide à faire votre devoir. Personnellement, j'y vois un peu la continuité de certains aspects du modèle pédagogique construit par Jean Piaget, qui avait en particulier mis en avant l'importance de l'individualisation de la pédagogie et de l'action pour l'apprentissage. Le visionnage de vulgarisateurs peut se faire au rythme que l'on souhaite, et il en existe pour quasiment tous les niveaux de difficulté. On peut mettre sur pause, revenir en arrière ou approfondir un sujet qui nous intéresse en allant lire les sources. Pour le chercheur, la fonction de l'enseignant consiste avant tout à fournir des outils d'apprentissage et des expériences aux élèves pour les stimuler à faire progresser leur réflexion. C'est pas révolutionnaire pour notre époque, mais c'est important car ça souligne le rôle de l'apprentissage actif. Et même sur la partie passive, ça permet au moins une première exposition à des notions et des concepts qui seront, pour les plus jeunes, revus en cours après par exemple. Ça m'est beaucoup arrivé personnellement, de d'abord voir un concept et une notion dans la vidéo d'un vulgarisateur, puis de la revoir en cours, mais du coup de mieux la comprendre parce qu'elle m'était déjà familière. Surtout que ça participe un peu à l'idéal d'Internet, au même titre que Wikipédia, sur l'accès à la connaissance. Loin d'effacer les disparités sociales, la vulgarisation permet au moins un accès au savoir plus démocratique et plus égalitaire. Bref, le vieillissement de l'audience et des normes de durée moins restrictives, notamment grâce à l'allongement du temps d'écoute alloué à YouTube par jour, sont des premiers facteurs explicatifs. Sauf que ça n'aurait sûrement pas suffi. Et en vrai, je pense que une des personnes en France qui a le plus contribué à ça, au fait que ça marche, c'est même pas un vulgarisateur, c'est Antoine Daniel. Donc tous les 29 du mois, il faisait une vidéo un petit peu FAQ où il répondait à des questions et il mettait en avant un ou une créatrice. Et je pense que ça a donné un gros boost de manière générale au monde de la vulgarisation sur YouTube. Deuxième chaîne, Nota Bene, l'homme qui a la barbe la plus glorieuse du YouTube français, une chaîne qui parle d'histoire, qui en parle vachement bien. Donc allez voir, c'est juste là. Comme je l'ai dit, à l'époque, l'audience de YouTube ne cesse de s'accroître, bien plus vite que le nombre de créateurs et de contenus. Il n'y a alors pas à proprement parler de concurrence entre les vidéastes. Cela donne lieu à de nombreux partages, parfois même systématisés, comme le 29 avec Antoine Daniel, une foire aux questions mensuelle, dans laquelle le vidéaste à l'origine de What the Cut partageait ses chaînes coup de cœur du moment, et souvent des chaînes de vulgarisation. Mais aussi Doc7, dont on parlera un peu plus tard, qui avait mis en place le concept de Salut Internet, à savoir une introduction faite par un autre créateur sur chacune de ses vidéos pour le mettre en avant. J'en ai d'ailleurs bénéficié personnellement et ça a permis un énorme coup de projecteur à ma chaîne qui est passé de 2000 abonnés et où je faisais 150-200 vues à 2000, 3000 voire 5000 vues. D'ailleurs, ça se trouve, il y en a qui me regardent aujourd'hui, qui m'ont découvert grâce à ce Salut Internet. Et je suis pas le seul à en avoir bénéficié, en faisant mes recherches, j'ai vu que Hugo Décrypte, Tales from the Click ou même Linguisticae avaient aussi pu avoir une visibilité grâce à ce moyen de partage. Cette synergie et cet élan de partage, accompagné d'une audience en recherche perpétuelle de nouveaux contenus à se mettre sous la dent, a permis l'explosion de la vulgarisation à cette période. L'autre mode qui va frapper de plein fouet le YouTube francophone, c'est les vlogs. C'est la contraction de vidéo et de blog. C'est une forme de journal de bord vidéo d'un créateur ou d'une créatrice qui filme et raconte simplement son quotidien. Alors, ça existe bien avant les années 2000, puisqu'on considère qu'Adam Contrast serait le premier vlogueur de l'histoire. En 2000, il postait des vidéos sur son blog pour tenir informé ses amis de sa nouvelle vie à Los Angeles. La pratique n'est pas très répandue en France et il faudra attendre que les youtubeuses s'emparent du phénomène pour qu'il s'impose définitivement. Pour rappel, les créatrices en 2012 sont principalement cantonnées à la beauté. Évidemment, certaines font de l'humour et d'autres du gaming, mais les têtes d'affiche sont surtout connues pour leurs tutos. À ce moment-là, elles sont probablement à leur prime et viennent de dépasser en temps d'écoute la plupart des médias féminins généralistes. Et
À l'été 2012, Enjoy Phoenix décide de lancer et d'alimenter une chaîne dédiée au vlog. Elle, qui était d'abord très discrète sur sa vie privée, se met petit à petit à ouvrir les portes de son quotidien à sa communauté. Elle maintient bien sûr quelques jardins secrets, mais la mise en scène de sa relation avec Wartech rencontre un succès phénoménal. Knut Lundby explique alors qu'on voit apparaître une nouvelle sorte de récit qui va s'opposer aux grands médias. Cela va prendre la forme de pratiques d'auto-représentation, généralement à petite échelle, fait avec peu de moyens et centré sur l'expérience d'une personne, loin des grands récits qui ont souvent dominé les médias de masse. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc il est 10h du matin. J'étais en train de me préparer, donc là je suis pas maquillée, pas coiffée, mais j'étais quand même en train de me préparer pour la deuxième journée de Vidéo City Paris. Les vlogs vont prolonger la logique d'infraordinaire qu'offraient à voir les podcasts, mais en rendant le récit et la mise en scène encore plus réalistes. Cela permet de développer un lien à l'audience encore jamais atteint à ce stade de YouTube. Enfin, je faisais beaucoup des vidéos aussi avec mon meilleur ami Hugo, mes petits frères, et c'est là où je me suis dit peut-être que incorporer des personnes de ma vie personnelle, les gens vont apprendre plus à me connaître, parce que vraiment moi j'étais là en mode salut la 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 la, tu vois, mais on me connaissait pas vraiment personnellement, et du coup le fait qu'on s'immisce un peu dans ma vie, dans mon entourage, peut-être c'est là où les gens se sont dit c'est intéressant, je sais pas. Toutes les études démontrent en effet une hausse considérable de la sensation de proximité de l'audience envers le créateur ou la créatrice qui publie des vlogs réguliers. Un phénomène d'homophilie va se créer et va être déterminant dans le succès. La recherche de Riyad Ladari à propos du succès et de l'influence des vlogueurs sur YouTube démontre cela. Il met en évidence que la notion d'expertise n'a pas d'impact significatif sur la popularité d'un vidéaste vlog, au contraire de 3 dimensions qui créent l'homophilie: l'attitude, les valeurs et l'apparence. Pour la première fois, les créateurs et les créatrices vont promouvoir ce qu'on appelle un lifestyle, un mode de vie. Bien au-delà des produits spécifiques, des conseils sur certains sujets, c'est une manière de vivre au global qui va être mise en avant. Ils vont participer à la formation de représentation sociale, comme le théorisait Serge Moscovici dans les années 70. Il disait alors: nous pensons, nous nous voyons par procuration. Nous interprétons des événements sociaux et naturels que nous ne voyons pas, et nous voyons des événements qu'on nous assure être interprétés ou interprétables par d'autres. Les représentations ont pris une place majeure dans notre vie et dans notre conception du monde. Pour aller plus loin, il n'est même pas impossible de l'affirmer que nous vivons désormais en partie par procuration. Cette vie vécue à travers autrui nous rassure dans notre existence et nous rapproche. Et je pense qu'au quotidien, on est une génération, on est très connectés, mais à la fois on est très seuls. Et du coup, voir tous ces gens vivre finalement, et vivre parfois des choses extravagantes et des choses moins extravagantes, ça nous fait nous sentir un peu moins seuls, tu vois. Tu te dis, elle aussi elle fait ses lessives, c'est con, mais tu t'en doutes pas que Enjoy Phoenix fait sa lessive et que parfois elle a la flemme, et que parfois, tu t'en doutes pas. Et quand tu le vois, t'es là, ah ouais, quand même, ça fait du bien, je suis normal en fait. Je pense que c'est ça. Genre, tu te dis, je suis normal, je regarde des gens normaux et voilà. Ce que j'ai bien aimé dans les vlogs, c'était le côté. Je faisais des vidéos, mais principalement, tu sais, les vidéos, genre les vidéos de vacances, tu vois, que tes parents ils font. Moi, je faisais pareil, mais avec mes potes en fait. Et c'est vrai que quand j'ai vu que ce type de vidéo arrivait aussi sur internet, je me disais, en fait, tout ce que je fais déjà de base avec mes potes, en fait, je pourrais aussi l'adapter pour YouTube. En fait, c'était assez naturel pour moi, tu vois, finalement, de filmer ce genre de truc. Et j'aimais bien ce côté naturel où c'était vraiment, en fait, en même temps, tu profites, tu vis un truc sympa, tu vois, où t'es en vacances, où tu passes une journée cool, et en même temps, tu la filmes. C'était plus sympa, tu vois, les gens, je pense que captaient un peu plus qui t'étais quand t'es naturel, juste quand tu te filmes au quotidien, donc, tout simplement. Ces vidéos vont donc mettre en scène une manière de vivre qui repose effectivement sur les voyages et aussi la consommation. Les vlogs deviennent un lieu de choix pour les marques. Contrairement au test d'un produit ou aux vidéos traditionnelles, désormais, c'est plusieurs marques qui peuvent apparaître quand une créatrice partage sa routine. Et surtout, l'apparition de ces marques, comme faisant partie intégrante du quotidien de ce qui est devenu un modèle pour de nombreuses jeunes filles, va offrir une place majeure dans leur conscience. Une étude s'est penchée sur le sujet, et le résultat est sans appel. Les enfants se sont souvenus des produits et des marques présentés dans les vlogs, principalement des aliments et des boissons, et ont estimé être réceptifs aux messages publicitaires diffusés dans ceux-ci. Le Truman Show en avait rêvé, c'est désormais possible. D'ailleurs, ça ne concerne pas que les vlogs, mais toutes les vidéos type lifestyle qui vont créer cette représentation du monde centrée autour de produits et de marques. Donc c'était un peu le truc de comme quand t'es en 6ème et que t'aimes bien les 3ème, quand j'ai trouvé beau, j'étais en mode ils sont trop stylés, ils sont trop stylés. Genre je trouvais ça trop stylé, genre je bandais de ouf sur leur vie, genre j'aimais trop. Enfin ils avaient pas trop de tal à l'époque, donc c'était pas non plus parce qu'ils étaient très riches ou quoi. Juste je sais pas, ils étaient potes, ils avaient 15 ans, ils avaient des délires genre. Je me rappelle
cette période, plus en genre une cam, 4 personnes assises et ils répondent à des questions, ils font des blagues et ça j'aimais trop genre. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment à l'époque un impact de moi j'avais des Yankee Candle, je suis allée à Londres avec ma classe, on est allé chez Bath & Body Works, on était comme des malades genre. Et on aimait Brandy Melville, la marque de vêtements, parce que Danae Makeup elle mettait que du Brandy Melville. Et c'était plus dans ce truc-là de consommation parce que quand t'es petit tu veux ressembler à tes idoles et du coup moi j'étais grave dans ça, plus que dans le mode de vie ou mettre de la crème, ça c'était plus des trucs très consommation, aller au McDo, aller chez Starbucks. Un débat commence alors à s'élever contre le format vlog. La mise en scène de la vie privée est mal vue pour certains, y compris au sein des youtubeurs qui considèrent la pratique comme intrusive et malsaine. Il est vrai que l'intrusion dans l'intimité d'un inconnu est assez dérangeante aux premiers abords. Pourtant, quand on y réfléchit, les vlogs ne font que s'inscrire dans la pure continuité de ce que proposaient déjà les créateurs et les créatrices. Une forme de modèle alternatif sur lesquels les jeunes pourraient se calquer à leur hauteur avec des gens qui leur ressemblent. D'autant que le vlog répond à une double exigence qu'on développera un peu après de la plateforme, celle de la rémunération et celle de la régularité. Celle de la rémunération par le biais des placements de produits qui se multiplient, mais aussi par la possibilité de profiter de certains mois pour grossir son chiffre d'affaires. Sur YouTube, le revenu publicitaire dépend de l'investissement des marques. Or, ce dernier varie selon les mois. Par exemple, il est particulièrement élevé en décembre pour Noël et s'écroule en début d'année. On voit alors fleurir les Vlogmas, vidéos quotidiennes en décembre qui assurent une rentabilité sans précédent aux créatrices. Également, comme on le verra, à ce moment-là, la plateforme incite énormément à la régularité. Il faut absolument produire. Encore une fois, le public est de plus en plus nombreux et l'offre en termes de contenu ne parvient pas complètement à suivre. Les vlogs permettent de remplir cette condition et de créer une forme de rendez-vous très régulier avec une audience qui est alors beaucoup plus engagée. Finalement, comme pour les tutos beauté, le format a pas mal subi d'être porté principalement par des femmes en France. Il suffit de voir l'engouement autour de Casey Neistat à la même époque. Et si certes, ils franchissent un nouveau pas dans le dévoilement de la vie privée en ligne, c'est aussi et surtout pour satisfaire une demande de l'audience. Ils offrent aussi un premier aperçu sur les coulisses de la pratique, un sujet qui intéresse de plus en plus. D'autres formats, pas forcément des vlogs, commencent à voir le jour en ce sens. Les EDK, Épopée du Kundar, c'était un peu le but, c'était montrer un peu les coulisses, comment ça avançait. Moi, je devais mis un point d'honneur à être transparent, à dire quand il y avait des galères, quand j'embauchais des gens, quand ça merdait, quand je faisais combien de thunes je gagnais, enfin un peu tout, quoi. Tu vois, que les gens ils puissent se sentir un peu impliqués dans tout ça. Moi, j'étais assez cash, tu vois, je disais un peu tout et les salaires, j'avais pas d'exemple d'équivalent de gens, en tout cas en France, qui balançaient des chiffres comme ça, quoi, tu vois. Cet aperçu de l'envers du décor se prolongera, à tel point que cela finira par créer une relation un peu particulière. Alors, j'ai décidé de mettre l'accent sur la vulgarisation et les vlogs, car ce sont deux modes qui ont pris d'assaut YouTube et qui ont marqué la plateforme. Mais c'est absolument pas limitatif, je peux pas tout mentionner. D'ailleurs, je vous invite à compléter en commentaire ce documentaire avec votre propre expérience, parce qu'au même moment, de nombreux autres modes émergent, même si elles n'ont pas réussi à continuer aussi fort et à s'imposer aussi durablement. C'est le cas de la niche de la musculation avec From Human to God, Thibaut InShape ou Bodytime qui vont rencontrer un succès impressionnant. Sûrement dans la continuité du mode de vie vendu par les influenceurs et influenceuses qui apparaissent à ce moment. En mettant la mise en scène de soi au centre de son récit, YouTube pousse également à cette question du corps et l'importance de le façonner pour être en bonne santé, mais aussi pour plaire. Quand on est en 2013-2014, c'est vraiment la vague du fitness en France. On l'a vu au salon du fitness à Paris, quand on faisait des rencontres abonnés, il y avait vraiment des milliers de personnes qui venaient nous voir. À l'époque, on disait vraiment il y a du monde. Mais aujourd'hui, même aujourd'hui, quand je regarde les vidéos, je me dis c'était incroyable l'engouement qu'il y avait à l'époque. Peut-être l'avènement d'Instagram aussi avec le fait de se prendre en photo, de vouloir être bien physiquement. Peut-être le fait aussi qu'on est dans une ère où on est beaucoup plus sédentaire et forcément ces gens-là n'ont pas accès forcément à une salle de sport au début parce que c'est un certain coût, c'est 19 € par mois, quand on n'a pas l'habitude ça peut faire cher et du coup ils ont regardé des tutos sur YouTube. Par exemple comment prendre des pecs, comment prendre des cuisses, comment avoir des abdos à la maison avec du matériel, sans matériel. C'est du référencement pur et dur qui a fait vraiment émerger ma chaîne YouTube avec au début les gens venaient voir ma chaîne YouTube pour de l'informatif vraiment et petit à petit se sont habitués aux personnages. Aussi, le YouTube américain va continuer d'avoir une influence sur son homologue francophone, avec l'arrivée des challenges, tags ou appelez ça comme vous voulez. Je les trouve super intéressantes à analyser car elles mettent en lumière plusieurs dynamiques essentielles. Déjà,
par la jeunesse des créateurs et créatrices qui y participent. Pour la plupart, ils se lancent, inspirés par la première vague de youtubeurs. Et cela vaut pour tous les domaines. La première fois que ça m'a donné envie de me lancer, c'est surtout de me dire, ça a l'air trop cool. Genre, je voyais, tu sais, les youtubeuses beauté, tout le monde. Je voyais tout le monde s'éclater à faire ce qu'il voulait et j'ai toujours été quelqu'un qui adore créer, tu vois. Et je m'étais dit, bah là, je peux créer pour des gens, devant des gens et que les gens aiment ça. Et donc, créer plus, bah voilà. Donc, c'est vraiment pour ce truc-là, je voulais apporter ma touche, tu vois. Et en plus, moi, à chaque fois qu'ils faisaient des vidéos, tu vois, je les regardais et je me disais, ah, j'ai plein d'idées de blagues que je pourrais dire aussi. Donc, il fallait que je les mette, que je les crée, quoi. Je regardais des vidéos gaming, quoi, Diablo X9, Call of Duty, tout ça et tout. Et j'ai toujours été à fond là-dedans. À l'époque, quand je regardais ça, je me disais, mais c'est incroyable, un mec qui est en train de jouer aux jeux vidéo comme moi et il est en train de te donner des détails de tiens, vas-y, utilise cette arme et là, machin, etc. Et du coup, c'est ce qui m'a donné envie de me lancer, de me dire, attends, mais on peut vraiment capturer ces séquences de jeux vidéo. Contrairement aux premiers youtubeurs qui étaient déjà considérés comme jeunes, mais qui étaient pour la plupart dans leur vingtaine ou autour des 18 ans, ici, on a affaire à des lycéens, voire des collégiens. Cette nouvelle génération s'empare de l'outil en proposant une formule hybride. Ni vlog, ni podcast, ces challenges tournent souvent autour du dévoilement de la vie privée en mettant en scène des gens de leur famille ou en poussant à se confesser sur certains sujets. Également, ces vidéos vont s'adresser à un public féminin, mais les vidéastes phares de cette mode sont aussi bien des hommes que des femmes. Mais ce qui caractérise vraiment cette nouvelle génération pour moi, au-delà du lien très fort, voire trop fort, on le verra après, qu'elle tisse avec l'audience, c'est sa capacité à tirer profit de la mode des feats. Entre 2014 et 2018, on voit exploser les collaborations sur la plateforme. Après la YT Fam, naît la Team LA ou la Redbox. Et en plus de ces groupes plus ou moins figés, le contenu en collaboration envahit YouTube. Fabien Olicard chez Pierre Cross, Gloria dans une vidéo de Sullivan Gwed, alors appelée Panda Moqueur, Y penser chez Minute Papillon, ce qui donnera même la mode du fit and fun avec évidemment l'explosion de McFly et Carlito dès 2017. La jeune génération réalise la grande majorité de leurs vidéos à plusieurs, permettant de mutualiser les communautés et de faire monter tout le monde en même temps. En fait, à l'époque, j'avais connu du coup Théo Gordy, Antonin, Sullivan, et on était vraiment tous dans la même niche, on va dire, dans les musiques vidéo, les vidéos un peu américaines, lifestyle, tout ça. Et ça a commencé déjà par une entente amicale naturellement, où on s'est dit, ah, toi aussi tu fais ça, toi aussi tu kiffes ça, donc en vrai, pourquoi pas collaborer, mais vraiment pas un point de vue stratégique, statistique, tout ça. C'était vraiment on kiffe, on va faire ça ensemble, sans se dire, allez, on va faire ci, ça va marcher comme ça, caca. Et après, le fait que on vlog, je sais pas, on réunisse nos forces tous ensemble, ça a dû plaire à nos abonnés respectifs et naturellement comme ça. Je pense qu'on avait les mêmes centres d'intérêt. On était tous un peu jeunes et on comprenait pas trop ce qui nous arrivait, mais du coup on se comprenait entre nous. Et finalement, je pense que ça rapproche. C'est comme ça qu'on a créé des liens. Il y avait quand même un certain engouement autour de tout ce type de contenu et tout ça, tu vois. Une étude a alors démontré que les vidéos faites en collaboration entre deux créateurs de contenu réalisaient un nombre de vues environ 100% supérieur à celui d'un contenu traditionnel en solo. Les youtubeurs l'ont bien compris et en profitent. Parle anglais pendant 2 secondes. Voilà, tu dois parler anglais, pas français. Ok. Parfait pour toi. It's fine. Mais touche ton nez avec ta langue, c'est de la merde. Vas-y. It's shit. Faut pas que tu touches le feutre. À côté de ça, le contenu mainstream se transforme légèrement et montre l'agilité de la plateforme et sa capacité à se renouveler constamment. Par exemple, le gaming évolue très vite. Le format des let's play ne meurt pas, mais recule face à l'arrivée de vidéos plus centrées sur le divertissement. Très inspiré de PewDiePie, qui est alors le youtubeur numéro 1 au monde, de nombreux créateurs comme Squeezie, Amixem, Cyril MP4 ou Farod vont se mettre en scène en train de jouer à des jeux plus ou moins loufoques avec un montage très dynamique et chargé. C'est moins le jeu vidéo qui est mis en avant que la personnalité du créateur, ce qui permet d'élargir le spectre de l'audience plus fortement que simplement les amateurs de gaming. Je regardais que Squeezie, genre j'aimais trop Squeezie. C'est ces périodes vraiment en react à des petits jeux, les petits jeux indés. Et moi ça c'est vraiment mon prime, j'étais au collège, je regardais tous les jours et tout, j'aimais trop. Je regardais que Squeezie, tous les trucs de Gotaga, Diablo X9 et tout, j'ai jamais regardé. C'est juste j'aimais trop Squeezie. Mais non, je regardais absolument rien de gaming et d'ailleurs je comprenais pas les jeux, il y avait des mots, je comprenais archi pas, mais j'aimais trop genre. Yo donc c'est Squeezie, aujourd'hui on se trouve non pas sur Vibot ni sur Babot mais sur Shimbot, quand la bêtise va trop loin les enfants. Bonjour jeune chimpanzé, dis bonjour aux gens. Je ne suis pas une pomme. D'accord, cela n'a aucun sens. T'es pas stylé, t'es qu'un suceur d'algorithme. En fait, pour la première fois, les youtubeurs et les youtubeuses
ont conscience qu'il y a la possibilité de développer une communauté sur la plateforme et d'y faire carrière. Ce n'est absolument plus un hobby un peu obscur dans les mains de quelques passionnés. Désormais, les gens ont compris qu'il y avait un gâteau appétissant. Et tout le monde veut sa part. On va voir apparaître des stratégies pour réussir à émerger plus rapidement. L'une d'entre elles va même devenir une mode, ce sont les tops. Alors, je sais que dit comme ça peut paraître aussi primaire qu'étrange, mais je vous jure qu'à l'époque, il y avait des tops partout. Ça a commencé avec des chaînes traditionnelles, souvent liées à la vulgarisation, comme Poisson Fécond qui racontait 6 faits sur un sujet. Puis, face à ce succès, c'est devenu un phénomène. C'est simple, chaque vidéo avait un chiffre dans le titre pour attirer l'audience. Des chaînes se sont même spécialisées dans le domaine. Le site Topito a connu une croissance exceptionnelle à cette période, tout comme Doc7, Top 10 ou encore les Topovores. En fait, on avait affaire à une forme dérivée de la vulgarisation, mais qui prenait bien plus en compte le dispositif de YouTube, l'algorithme et les biais cognitifs. Et si le top fonctionne si bien, c'est parce qu'il fait appel à notre inconscient. Le top donne deux impressions principales, l'exhaustivité et la possibilité de classement, donc de débat. L'exhaustivité, car un top 10 des meilleures applications iPhone donne le sentiment que la vidéo à elle seule sera capable d'être l'unique à avoir à visionner sur le sujet. Le meilleur y est condensé en une dizaine de minutes, alors pourquoi s'attarder sur d'autres contenus? Et le classement, donc débat, laisse penser que le contenu va nous sortir de notre état passif de viewer pour voir comment nous nous positionnons par rapport au top proposé. C'est pour cette raison que les tops et flops des chaînes de cinéma sont parmi les vidéos qui fonctionnent le mieux chaque année. Elles donnent l'impression que finalement il n'y a pas besoin d'avoir vu tous les films ou toutes les critiques sur chacun d'entre eux, tout est condensé ici. Cette logique s'inscrit dans la continuité de la théorie de l'accélération sociale développée par Hartmut Rosa. Pour l'auteur allemand, le temps ne cesse de s'accélérer et l'individu moderne est en quête perpétuelle de temps. Cette mode des tops offre la promesse de faire gagner du temps à l'audience et un peu de la même manière que le format des questions cons qui cartonnait à l'époque en promettant de répondre à des interrogations communes mais souvent fastidieuses. La promesse d'une optimisation temporelle parfaitement dans l'ère du temps. Oui, j'ai regardé des vidéos type Top 10 et les questions cons, d'ailleurs c'est deux chaînes auxquelles j'étais abonnée. Je les regardais plus parce que je cherchais une forme de divertissement sans vraiment trop prise de tête, qui apportait un truc en plus de juste du pur divertissement où il se passait pas grand chose. Je pense que ça m'attirait plus dans le sens où je me disais qu'il y aurait peut-être beaucoup plus d'exemples concrets, qu'après quand je pouvais potentiellement parler avec d'autres personnes, j'aurais des exemples à leur donner, que ça allait être peut-être aussi plus facile à comprendre parce que forcément ils t'expliquent ce que c'est s'ils te font une vidéo de top sur le sujet, peut-être un aspect un peu plus ludique. D'ailleurs, durant mes recherches, je suis tombé sur une étude à propos des tops et il y a quelques éléments que j'ai trouvé assez intéressants et amusants. Déjà, elle confirme que la réussite des tops tient dans le fait que, face à une quantité importante de données, l'être humain a tendance à catégoriser l'information dans des morceaux plus faciles à appréhender et qu'il peut plus simplement comprendre. Ce qui est simplement logique, on est d'accord. Mais un des effets marrants qui est relevé dans l'étude, c'est qu'il faut privilégier des chiffres qui finissent par 0, comme 10, 20, 30, etc. Et qu'un top 19 annule quasiment la capacité d'attraction du top. De même, l'écart perçu entre la 10e et la 11e place est bien plus élevé qu'entre la 11e et la 12e dans un top 12. Bref, quoi qu'il arrive, la mode a vraiment simplement été de passage et a désormais quasiment disparu de YouTube. Ça s'explique surtout par un manque de renouvellement du format qui ne permettait pas d'entrer en profondeur dans les sujets abordés, ainsi que leur nombre limité. La chaîne des Topovores et de Top 10 est inactive depuis plusieurs années et Topito a arrêté les tops en vidéo classique depuis au moins 2 ans. Numéro 8, MJ. On retourne en France, dans la Somme, en 2010, où des parents ont choisi un prénom composé d'initiales uniquement. C'est ton nom, c'est pas beau. Ah, comme nom, c'est pas beau, c'est pas joli. Ah oui. Hein, ça sonne pas bien. Bon, ça, c'était les chaînes de top acceptables, celles du côté clair de la force. Parce que la prise en compte de l'algorithme et le développement d'une méta va faire naître des monstres atroces qu'il faut combattre à tout prix, les chaînes cancer. Lama Fâché ou Code for LAN. Si ces noms vous disent quelque chose, c'est que vous vous souvenez des vidéos à l'arrache copier-coller d'articles douteux américains qui cartonnaient. C'est simple, Lama Fâché a réussi à se hisser dans le top des chaînes francophones avec le plus d'abonnés grâce à des vidéos comme 10 preuves que Michael Jackson serait vivant ou encore 10 erreurs que vous n'avez pas remarquées dans la Casa de Papel avec Tokyo en sous-vêtements pour aucune raison sur la miniature. Pareil pour Mauno qui proposait des vidéos réactions, l'ancêtre du réact sur Twitch dans une certaine mesure et qui se faisait régulièrement attaquer pour la qualité du contenu proposé. Pourtant, les chaînes dites putaclic, ça a toujours existé. Monsieur Draem, Norman fait des vidéos et...
toutes ces chaînes YouTube qui pendant longtemps bénéficiaient de l'absence d'encoche prouvant la fiabilité d'un compte. C'était souvent juste une fausse vignette d'une vidéo imaginaire d'un podcasteur célèbre pendant 5 minutes. Et ça faisait des centaines de milliers de vues, voire même des millions de vues. Tout s'est intensifié avec l'arrivée de la monétisation. Faire du clic est devenu un business. Donc de nombreux entrepreneurs, pas toujours très bien intentionnés, se sont lancés dans YouTube avec une morale pour le moins douteuse. En plus des top propageant de la désinformation, en faisant la promotion de faux concours pour gagner des cartes cadeaux et des réactions, on a vu fleurir des caméras cachées toutes plus sensationnalistes les unes des autres. Ibra TV qui menace des inconnus dans la rue, ou Razmo, l'alien Bad Flunch qui piège des passants qui se ressemblent tous étrangement malgré les floutages. Le tout dans des pièges souvent gratuits et rarement très drôles. Également, on a vu fleurir des chaînes à destination des enfants et mettant en scène des enfants, le plus souvent tenus par leurs parents. Déballage de jouets, vlogs ou challenges, tout y passait. Un phénomène tout bonnement massif qui a pendant longtemps fait débat. Et parmi les opposants en première ligne à ces pratiques douteuses se trouvaient les youtubeurs critiques. Antox Colaboy, Absol Vidéo, Sir Gibbsy, le Radier ou Maxella. Certains étaient déjà sur YouTube avant, d'autres non, mais tous avaient un point commun, ils parlaient des créateurs web. En bien, mais souvent en mal. Je suis penché un peu plus sur ces créations de type nul à chier. Et oui, désolé pour celle-ci, je ne vais pas être gentil ni même être objectif. Car c'est vraiment du foutage de gueule. Et vous allez voir pourquoi. Et avant que la protection de l'enfant sur Twitter ne vienne me casser les couilles, pour ma défense, je dirais qu'il n'a pas de Tipeee à 2000 boules. Ils vont alors servir de leader d'opinion, à la fois pour débunker les vidéos fake ou les arnaques de ces chaînes, mais aussi parfois pour dicter ce qui est du contenu acceptable ou ce qui ne l'est pas. Je le disais déjà dans le documentaire précédent, mais les youtubeuses beauté étaient un peu moquées. Mais là, on voit carrément une forme de bon goût se développer. Ça concerne les chaînes qui arnaquent ou posent des problèmes éthiques, mais pas que. Regardez YouTube, comme toute activité sociale, se partage et participe à la construction de notre identité. Dis-moi qui sont tes créateurs ou créatrices préférés et je te dirai qui tu es. Surtout qu'à l'époque, moi j'avais Twitter et sur Twitter c'était déjà l'époque de Savane et les gens et tout. Donc j'avais déjà conscience que c'était un peu gênant d'être fan d'influenceurs type Sullivan God alors que c'était pas du tout gênant d'être fan de Mr V quoi. Il y avait vraiment une hiérarchie des gros youtubeurs, déjà en termes d'abonnés, mais c'était plus un truc, c'était aussi une hiérarchie liée à l'âge parce qu'il y avait les youtubeurs de 20 ans et les youtubeurs de 15 ans et ça avait une énorme différence. Et ouais non, c'était tout le monde aimait Mr V à l'école, par contre les gens ils critiquaient Sullivan God à l'école quoi. Notamment aussi Filles Garçons parce que à l'époque c'était très genré les contenus sur YouTube et les contenus de lifestyle TBLA et tout c'était que des, enfin pour moi on est que les meufs qui regardaient ça et les gars soit ils le disaient pas soit ils regardaient pas et du coup avec les gars les gens un peu stylés on parlait de Squeezie de Mr V et il fallait s'intégrer en regardant notamment des trucs comme ça et en petit groupe entre filles et tout on regardait tout mais on aimait tout au même niveau en vrai. Ça illustre parfaitement ce dont parle Pierre Bourdieu dans son livre sur la distinction sociale. Il y explore comment les individus utilisent leur goût culturel pour se distinguer socialement. Sur YouTube, les créateurs et leurs contenus sont soumis à une hiérarchie implicite de valeurs. Les youtubeurs critiques jouent un rôle crucial dans la construction de cette hiérarchie en dénonçant ce qu'ils considèrent comme des contenus de qualité inférieure, souvent associés à des pratiques putaclic ou à du plagiat. Cette lutte pour définir et maintenir des normes de qualité dans la culture YouTube reflète les dynamiques de distinction sociale décrites par Bourdieu, où les individus cherchent à s'identifier et à se positionner par rapport à des normes culturelles perçues comme légitimes. Une partie des utilisateurs vont alors se constituer en quasi-communauté contre ces chaînes et vidéos appelées cancer ou putaclic. Cette injonction au bon goût, elle s'est parfaitement illustrée dans l'affaire Matt Podcast. En février 2016, le youtubeur nouveau-né Le Roi des Rats publie une vidéo adaptée d'un topic jeuxvideo.com qui met en évidence que le créateur Matt Podcast, assez populaire à cette époque, a copié-collé des vidéos américaines et un youtubeur en particulier. La polémique qui suivra sera sûrement l'une des plus violentes jamais vues sur YouTube. Matt Podcast est moqué, dénigré et ne parvient pas à se défendre correctement de ce qui est toute évidence du plagiat condamnable par la loi. Before we start, I just want to say I'm not trying to influence you girls to change the way you are or say that you're not attractive if you don't fit these descriptions. Moi, je veux pas essayer d'influencer le comportement des filles ou même de le changer. Je ne dis surtout pas que parce que vous n'êtes pas comme cette description, vous n'êtes pas intéressante. Restez comme vous êtes. Pour moi, Matt Podcast a servi de bouc émissaire pour cette communauté dont je faisais partie à l'époque, qui voulait que YouTube reste absolument authentique et sain. Une scission s'est définitivement créée et ne cesse de se renforcer depuis. L'algorithme de recommandation a fait naître des niches de contenu qui ne se comprennent pas lorsqu'elles se croisent. Encore une fois, je ne minimise absolument pas les dangers et l'impact de ces chaînes, notamment sur un jeune public. Mais je trouve que la réaction d'une partie de l'audience et de certains créateurs
montrent concrètement la fin d'un YouTube unifié et la création de dizaines voire de centaines de YouTube différents qui ont parfois du mal à cohabiter. Cette volonté d'attirer un maximum de clics va aussi toucher les créateurs mainstream et sains. L'illustration parfaite est probablement la folie des pouces bleus. En gros, quand vous publiez une vidéo sur YouTube, votre objectif premier est d'engranger un maximum de vues. Au départ, c'était possible en fonction de votre nombre d'abonnés, puisque votre contenu apparaissait dans le fil d'abonnement des gens. Mais en grandissant, YouTube et le public se sont mis à privilégier l'onglet Accueil, qui mélange des vidéos issues de vos abonnements, mais aussi des vidéos recommandées. L'objectif est alors devenu d'apparaître dans ces fils programmés par un algorithme aussi puissant qu'opaque. C'est une véritable boîte noire que la plupart des youtubeurs encore aujourd'hui s'efforcent à décoder. Une forme de laboratoire à ciel ouvert pour tenter de trouver les failles qui permettront de propulser une vidéo tout en haut des recommandations. Et en 2015, une énorme brèche est découverte. Les pouces bleus. Rapidement après l'apparition de l'onglet Tendance, qui répertoriait toutes les vidéos les plus populaires du moment, une technique voit le jour. Les pouces bleus et pouces rouges, qui servent aux viewers à indiquer s'ils ont apprécié un contenu, auraient des pouvoirs exceptionnels. Alors, de nombreux créateurs de contenu vont se mettre à quémander un maximum de pouces bleus à leur audience. Parce que ne serait-ce qu'en parler oralement augmente fortement le taux d'engagement. Certains vont même plus loin, avec une introduction pour demander directement un pouce bleu comme Amixem, ou alors des défis de nombre de pouces bleus à atteindre comme Ibra TV. Comme pour les chaînes cancer, on va voir une dichotomie naître. En décembre 2016, Squeezie fait une vidéo pour s'opposer à ces pratiques qui pullulent sur la plateforme et attaque en particulier Ibra TV qui en a fait une marque de fabrique. Encore une fois, on retrouve cette logique de pratique légitime et illégitime sur la plateforme. Ceux qui respecteraient un devoir moral et ceux qui viendraient polluer le site. Et ce n'était pas la seule technique utilisée. Par exemple, le youtubeur humoriste Les Délires de Max s'était fait connaître grâce aux commentaires. À chaque sortie d'une nouvelle vidéo d'un créateur populaire, il commentait et certains le soupçonnaient d'utiliser de faux comptes pour liker son commentaire afin qu'il remonte dans les premières places. Son nom et sa photo de profil indiquant clairement qu'il s'agit d'un youtubeur, ça incitait les gens à visiter sa chaîne. Et ça marchait. Aujourd'hui, ces petites astuces ne fonctionnent plus tellement. Mais bon, vous pouvez quand même mettre un pouce bleu pour me soutenir et vous abonner. Ça ne fonctionne plus, tout comme la pratique qui s'est le plus répandue sur YouTube à cette époque et qui a dicté le quotidien de tous les youtubeurs pendant des années et qui commence seulement à disparaître. La régularité. Au départ, les youtubeurs n'étaient pas forcément très réguliers. C'était le cas des youtubeuses beauté et des vidéastes gaming, mais pour le reste, c'était plus aléatoire. Si à l'origine, Antoine Daniel sortait un What the Cut toutes les 2 semaines, le délai s'est rapidement agrandi. De même pour Joueurs du Grenier ou même les podcasts de Cyprien qui sortaient 1 à 2 fois par mois. Mais avec la professionnalisation et la montée en puissance de l'algorithme, tout a changé. Les youtubeurs ont pris conscience que la plateforme récompensait énormément la régularité. Ce qui tombait bien puisque ça devenait leur métier. Faire plus de vidéos était donc devenu possible, puisque c'était leur activité principale. Et surtout, ça permettait de limiter les risques. En sortant 4 vidéos par mois, vous étiez moins dépendant du succès de chacune individuellement. De plus, le public avait le temps de tout voir. Le contenu était plus court, donc pas de risque de saouler ou de polluer l'audience. Alors, pour se démarquer sur YouTube, certains créateurs comme Fabien Olicard ou Pierre Cross se lancent même un défi, faire une vidéo par jour. Pour la première fois, un rendez-vous va se créer sur YouTube. Un peu de la même manière qu'avec les médias traditionnels. Ça tombe bien car le grand public commence à affluer sur le site et se sent à l'aise dans ces codes qu'il connaît déjà. Alors même si la plupart des youtubeurs ne font pas de vlogs quotidiens ou des vidéos chaque jour, ils vont instaurer des rendez-vous. C'était le cas d'Hugo Poseil, youtubeur divertissement qui a connu une ascension fulgurante à ce moment-là grâce à son rendez-vous hebdomadaire du vendredi des vrais. Cela permet de tisser un lien plus fort avec l'audience et de s'assurer un nombre de viewers réguliers. Même quelques youtubeurs traditionnels s'y essayent, comme Kevin Tran du Rire Jaune qui lance le Show Jaune, une émission de review de vidéos virales, ce qui était à la mode à l'époque, toutes les semaines. Parce qu'à l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais vraiment, c'était n'importe quoi. On était des robots. Les gens, ils faisaient des vidéos tous les jours. Et même encore aujourd'hui, il y a des gens dans le gaming qui font des vidéos tous les jours, surtout quand t'as un public cible très jeune. Tout le monde faisait ça. Tu vois, tout le monde faisait une vidéo pratiquement tous les jours. Donc je me disais, bah il faut que je fasse ça. J'étais surexcitée. J'étais tellement contente, tu sais, genre, je prenais mon truc, je montais, je faisais 4 cuts et demi, je mettais une musique de merde tout du long que je retirais jamais. Et je me disais, ah, super vidéo, 3 zoom cam, allez hop. Donc en vrai, ça me prenait 1 heure de montage et puis c'était fait, tu vois, donc... Enfin, du coup, au début, j'avais pas vraiment de smartphone à moi, donc c'était soit sur l'iPad de mon père, soit sur le PC portable de ma mère. Et après, petit à petit, j'ai mes propres appareils, donc propre téléphone, propre ordi un peu après, c'est comme ça s'est transposé, je pense. Niveau d'enregistrer vidéo, il y avait les displays que je suivais, c'était quasiment quotidien, ou genre...
une vidéo tous les 2 jours ou tous les 3 jours, donc c'était quasiment tous les jours, soit après les cours ou dans les transports ou à la maison le soir. Cependant, pour la première fois, les créateurs commencent à voir le revers de la médaille. La régularité imposée crée rapidement une charge mentale qui est renforcée par les abonnés qui se plaignent quand il n'y a pas de nouvelles vidéos et pas de nouveautés. L'impression de devoir satisfaire l'audience à tout prix, mais aussi l'algorithme qui se révèle très sévère sur les écarts, commence à créer une charge mentale pour les créateurs. Et elle va devenir assez envahissante. Antoine Daniel se confie à ce sujet et décide de mettre fin à What the Cut, son format phare, durant l'année 2016 face à cette pression. Malheureusement, ce n'était que le début d'un problème bien plus profond. En 2014, la question de l'argent est finalement assez peu présente sur YouTube en France. Certes, le sujet est abordé à chaque passage en télé d'un youtubeur ou d'une youtubeuse, mais les revenus restent très limités. Pour toucher de l'argent, il fallait faire partie d'un MCN, pour Multi-Channel Network, qui s'occupait de s'assurer que des publicités étaient placées avant les vidéos et redistribuer les revenus en gardant une bonne partie, on parle de plus d'un quart. Donc, les plus grosses chaînes françaises pouvaient obtenir une rémunération intéressante, mais pour les autres, c'était à peine envisageable. Cependant, la situation va rapidement évoluer au point de devenir un sujet majeur de cette période 2014-2018. En effet, la problématique de l'argent va devenir de plus en plus visible et commencer à structurer le champ. L'exemple le plus frappant et qui a suscité de vastes débats et controverses jusqu'à aujourd'hui est celui du placement de produits. On en parlait dans la première partie, mais les premiers créateurs qui ont eu affaire régulièrement aux marques, ce sont les youtubeuses beauté. En présentant régulièrement des produits de cosmétiques, les entreprises ont vu le potentiel de business et ont commencé à envoyer gratuitement des produits pour une mise en avant. Rapidement, les créatrices ont recadré ces échanges avec la mise en place de contrats et de rémunération contre ce contenu sponsorisé. Mais la mécanique va s'étendre au-delà. C'est le cas du gaming. En effet, les vidéastes qui diffusent leur partie sur Minecraft ou Call of Duty attirent l'attention des éditeurs de jeux vidéo qui vont les inviter à tester les nouvelles sorties en avant-première ou visiter des salons tels que l'E3 aux États-Unis. La meilleure illustration reste probablement la chaîne Cyprien Gaming. En avril 2013, celui qui venait de devenir le plus gros youtubeur de France lance une chaîne secondaire autour du jeu vidéo en compagnie d'un jeune talent qui commence à se faire un nom, Squeezie. Le concept est simple, les deux youtubeurs réalisent des vidéos gaming, tout ce qu'il y a de plus classique autour des jeux vidéo du moment. Injustice, Resident Evil, The Last of Us ou NBA 2K en feat avec Mr V, tout y passe et le succès est au rendez-vous. Les vidéos sont divertissantes, bon enfant et naturelles. Sauf que non. En réalité, une bonne partie du contenu est sponsorisée. En décembre 2014, une enquête de l'Express épingle la chaîne Cyprien Gaming en soulignant qu'un chef de produit d'Ubisoft se vantait d'avoir eu recours à la chaîne pour faire la promotion du jeu Watch Dogs, alors qu'aucune mention du partenariat n'est indiquée. Pour autant, le scandale ne fait pas encore grand bruit, et la pratique du placement de produits s'immisce dans d'autres types de vidéos que la beauté et le gaming. L'application de rencontres Lovo sponsorise par exemple les youtubeurs Mad Podcast et Poisson Fécond. Ici, la marque est clairement énoncée, mais la mention du partenariat n'est pas vraiment explicite. Ce qui va parfois poser problème à l'audience qui a l'impression de se faire mener en bateau. La chaîne qui en a le plus subi les conséquences, c'est probablement les questions cons. Dans la LQC 45, à savoir combien de temps dure la batterie d'un iPhone, sorti en décembre 2015, un placement de produit pour Gameloft a été réalisé. Mais là encore, on voit qu'on n'en est qu'au début de la pratique. Déjà car la promotion a lieu en plein milieu de la vidéo, qu'elle n'est pas annoncée, hormis cachée dans la description. Et surtout, parce que le placement de produit dure 4 minutes sur une vidéo qui en dure 15, près d'un tiers, et que le discours semble assez peu cohérent. On va en essayer un autre, du coup. Je sais pas, celui avec les dragons. Là. Donc, Dragon Mania Legends. Ok, bah alors là, rien à voir. C'est un monde tout mignon avec des petits dragons qui apparemment te donnent de l'oseille. Ouais, c'est normal. Alors, c'est quoi cette grotte mystique? On voit bien qu'Hugo ne sait pas où se mettre ni quoi raconter pour faire la promotion de jeux sans que ça fasse trop publicitaire. C'est assez mal reçu par l'audience, mais c'est pas le pire puisque la semaine suivante, il récidive. La vidéo est un hors-série en partenariat avec Quick pour goûter leur nouveau burger. Et cette fois, on a carrément une personne travaillant au marketing de la marque qui co-anime le contenu. La vidéo est massivement dislikée au point que le youtubeur est obligé de s'expliquer quelques semaines après. Les placements de produits seraient un moyen d'investir, notamment en vue d'acheter un véritable studio de tournage. Cette fin d'année 2015 va représenter un tournant majeur pour le secteur
puisque pour la première fois, un régulateur va se pencher sur le sujet. En décembre, la DGCCRF, plus connue sous le nom de répression des fraudes, affirme mener des enquêtes pour publicité déguisée chez les youtubeurs. Il découvre finalement qu'une dizaine de créateurs ont accepté des sommes entre 20 000 et 100 000 euros pour faire la promotion d'un produit sans l'annoncer. Je dirais que les vidéos que je regardais le plus à l'époque, c'était des vidéos beauté. Je savais que les marques offraient des produits aux youtubeuses parce qu'elles le disaient souvent, les marques m'envoyaient, mais je faisais pas plus attention au fait que peut-être elles étaient payées pour, que leur avis pouvait être biaisé sur le sujet. J'étais au courant qu'il y avait du placement de produits, enfin qu'il y avait des produits qui étaient donnés gratuitement, mais pas forcément de tout ce qu'il y avait derrière le placement de produit en lui-même. C'est vrai que je me rappelle des vidéos de Squeezie qui jouait genre à Agario et tout, et j'avais dit c'est un placement de produit. Enfin, celui-là peut-être pas forcément, mais c'est vrai que tous les jeux d'horreur auxquels il jouait et tout, je me suis juste dit c'est des contenus qui plaisent. À partir de ce moment-là, une partie du public commence à rentrer dans une psychose du placement de produits. Est-ce que la vidéo de Cyprien sur la Wii U est une sponsor? Qui peut-on croire? De leur côté, les youtubeurs s'améliorent sur la transparence en indiquant au moins en description le contenu sponsorisé. Surtout que, depuis, des études ont montré que la divulgation claire d'un partenariat était perçue positivement par l'audience et ne semblait pas avoir d'impact particulièrement défavorable sur leurs intentions d'achat. Pour justifier leurs oublis, les créateurs plaident la bonne foi, expliquant qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient obligés de mentionner le partenariat. Ce qui est faux, hein. Même si la loi de l'année dernière contre les dénommés influx voleurs a renforcé les moyens d'action, l'article L121-1 du Code de la consommation mentionnait déjà la nécessité de rendre clairement identifiable une publicité pour le consommateur. Cependant, cela ne va pas ralentir le mouvement d'arrivée des marques. Au contraire, cela fait maintenant plusieurs années que certaines marques s'approprient le phénomène. En 2013, Orangina finançait le court-métrage Mission 404, et ensuite Fanta va rapidement prendre le relais. La boisson sucrée sponsorise l'événement de la Video City Paris, sur lequel on reviendra plus tard, mais crée aussi le Fanta XU, une forme de télécrochet du web où Pierre Cross, Amixem et Jimmy Flacon jouent le rôle du jury pour détecter la nouvelle pépite de YouTube et au passage créer une publicité pour Fanta. Pour participer, il fallait simplement réaliser une vidéo mettant en scène le produit, ce qui offrira une couverture médiatique exceptionnelle à la marque, tous les petits créateurs se lançant à corps perdu dans le projet. Finalement, l'opération qui fut assez critiquée à son lancement aura au moins permis d'être à l'origine de la Redbox. En suivant Maxime à l'époque et Jimmy Felcon aussi et Pierre Cross, et ils avaient mis sur Twitter ouais machin concours Fanta XU. Je regardais ce que c'était et tout de suite je me suis dit attends mais c'est incroyable, en vrai c'était la première fois qu'il y avait vraiment un concours comme ça où si t'étais sélectionné tu pouvais ensuite créer des choses avec des créateurs stars entre guillemets, encore une fois pour utiliser le même terme, et puis surtout qu'à la clé t'avais une publicité à la télé qui passait, donc bon toi quand t'es personne c'est incroyable, c'est fou. Du point de vue que j'ai maintenant de YouTube et de l'endroit où j'ai été pour faire ça, donc c'était à Webedia, les contrats, les machins et tout, bah maintenant je te dirais ouais c'était un peu crado où il y a certains trucs qui étaient pas foufou, mais avec l'œil d'un gosse de 17 ans, 18 ans qui est là et qui depuis 6-7 ans essaie de faire des vidéos YouTube retweetées par entre guillemets un peu son mentor, tu vois, bah c'était incroyable et je me suis dit mais c'est fou là ce qui se passe, genre je suis à Paris, bah en fait c'était juste la première expérience professionnelle que j'avais en dehors du gamin qui fait ses vidéos avec sa webcam dans sa chambre, donc c'était trop bien quoi. Pour la plupart des créateurs et créatrices, les placements de produits restant majoritairement le fruit de collaborations avec des applications ou des jeux mobiles. En tout cas, une chose est sûre, les marques sont sur YouTube et sont bien parties pour rester. Les résultats des campagnes sont satisfaisants, les coûts sont peu élevés et les communautés engagées. Surtout, depuis des années, les études s'enchaînent pour mettre en évidence la perte de confiance des consommateurs dans les marques, d'autant plus sur Internet, où elles doivent faire face à une audience qui a pendant longtemps évolué avec de la publicité réduite en comparaison avec la télévision et sans campagne de grandes entreprises industrielles. Or, le succès de ces marques repose en grande partie sur leur capacité à prendre une place importante dans notre inconscient par le biais d'un marketing très développé. Les créateurs de contenu sont une fenêtre exceptionnelle pour servir de porte-voix à ces entreprises. Humains, proches de l'audience, dignes de confiance, toutes les études s'accordent pour dire que l'User Generated Content obtient un taux de conversion intéressant en ce qui concerne la mise en avant d'un produit par rapport à une publicité classique. Les youtubeurs, alors encore en quête d'un équilibre financier et aux ambitions grandissantes, saisissent ces opportunités. Du coup, je me souviens, mes premiers revenus, c'était ma chaîne YouTube, mais au-delà de ça, c'était les revenus des compléments alimentaires. J'étais en partenariat avec une marque de compléments alimentaires à l'époque et j'avais droit à 8% je crois de commission sur les ventes et sans te mentir, en te donnant les chiffres parce que j'ai aucun souci là-dessus, le premier mois j'avais eu 10 000 € de commission vente et du coup j'étais là, waouh mais c'est énorme.
Genre, mais qui peut gagner 10 000 euros en un mois? C'est ouf. Quand j'ai vu ce montant-là de 10 000 euros vraiment à la fin du mois, je me suis dit, bon, c'est quand même un montant hyper cool. Il y a moyen de faire un truc sympa. 2015, pour moi, ça a été vraiment le tournant parce que à ce moment-là, j'ai eu une collaboration avec le musée du Louvre qui cherchait vraiment à ouvrir un petit peu sa communication. Et ce qui a été vraiment chouette pour moi, c'est que ça a légitimé, en fait, Nota Bene. C'est-à-dire que ça a légitimé l'émission comme un canal de communication, en fait. D'un coup, il y a plein de musées, d'institutions et d'acteurs du privé qui se sont dit, ouais, en fait, c'est viable de bosser avec Nota Bene pour faire notre communication. Et donc, ça a initié quelque chose. Parce que j'ai commencé à être contacté par de plus en plus de partenaires. Et ça m'a permis vraiment de prendre le virage de la professionnalisation et de me dire, ça y est, ça commence à marcher. Là, je peux en faire mon activité et mon job à temps plein. Ça, et, il faut bien le dire, le soutien vraiment de toute la communauté, notamment via des sites comme Tipeee à l'époque, qui m'ont pas mal aidé. Les premières années, sans Tipeee, ça aurait été vraiment compliqué. Et oui, dans le même temps, le financement participatif par le biais de plateformes comme Tipeee se développe aussi, mais la plupart des créateurs mainstream préfèrent privilégier de travailler avec des marques. En 2017, une étude allemande sur des youtubeurs soulignait que 65% des interrogés avaient réalisé un placement de produit au cours de l'année. Et selon moi, ça s'explique par l'avènement d'un nouvel acteur dans le secteur dont j'ai brièvement parlé un peu plus tôt, les agences. Comme je l'ai dit, les networks ont toujours été un serpent de mer du domaine. Machinima, Wizdeo, ils servaient avant tout de garage à chaîne YouTube, comme je l'expliquais, permettant d'accéder plus facilement à la monétisation. Cependant, à l'époque, c'est compliqué de parler d'agence, tant la plupart n'offraient pas d'avantages particuliers aux créatrices et créateurs, voire parfois même, ils les arnaquaient, avec des contrats à la durée quasi infinie inscrites dans des notes de bas de page. Énormément, même quasiment tous les youtubeurs ont signé chez des networks et se sont fait avoir, parce qu'en fait, chez certains il y avait un réel accompagnement, c'était pas le cas pour la majorité, et même ceux qui avaient un accompagnement, assez rapidement, ça se délitait et c'était vraiment naze, quoi. Et donc ils étaient juste là pour prendre du cashback sur toi, ce que tu sais. Et donc on a été beaucoup de vidéastes à être pieds et poings liés par des contrats pendant plusieurs années avec des networks. Moi j'ai dû mettre 3 ans à m'en séparer, quelque chose comme ça, et ça a été une bataille de longue haleine. Mais encore une fois, tout va changer à la fin de l'année 2015. En septembre, Webedia, géante structure qui détient entre autres Allociné et jeuxvideo.com, rachète pour 75 millions d'euros Mixicom, une régie publicitaire à qui appartient Jeux Actu, Film Actu, mais aussi Talent Web. Talent Web est la régie publicitaire des plus grosses stars du web du moment, comme Cyprien, Squeezie, Norman ou Natou, qui en sont aussi actionnaires. C'est environ 25 millions des 75 mentionnés plus tôt qui auraient été alloués à Talent Web que les créateurs ont pu plus ou moins se répartir. On parle alors de 6 millions d'euros pour Cyprien, 4 millions d'euros pour Squeezie et 2 millions d'euros pour Norman. Les youtubeurs deviennent pour la première fois de leur histoire millionnaires. Mais surtout, leurs chaînes appartiennent désormais à Webedia. Les locaux de l'entreprise à Levallois deviennent un hub pour tous les gros créateurs de contenu qui y placent leur studio. Ils sortent définitivement de leur chambre et leur appartement et on commence à voir une véritable structuration du métier. Certains youtubeurs développent une approche d'entrepreneur vis-à-vis de leur pratique. Moi, initialement, avant même de faire YouTube, j'avais vraiment cette envie de créer un grand projet et avoir des gens avec qui j'allais bosser, une sorte de famille au sens large. Très rapidement, quand j'ai commencé à gagner assez d'argent avec YouTube, j'ai embauché une personne parce que c'était logique en fait. Un peu comme quelqu'un qui voudrait faire une famille. Lui, moi, le fait de créer une entreprise, donc un côté family au sens large, ça résonnait avec moi, donc c'est normal que j'ai embauché des gens. J'ai cumulé plutôt plein d'erreurs en fait à ce moment-là parce que il y a plein de choses que je faisais mal et puis j'ai appris progressivement. Et vraiment, il y a eu un autre virage sur ma chaîne, c'est 2017-2018, où là j'ai commencé de plus en plus à déléguer en fait mon travail parce que pendant 3 ans, je faisais tout seul avec l'aide de ma femme et c'était compliqué de tout assumer et clairement je partais au burn-out et donc il a fallu que je commence à intégrer en fait d'abord des copains comme Nico de la chaîne Pilote à l'époque, la chronique série, qui sont venus me participer en fait à certains projets et dès 2017-2018 il y a vraiment des gens qui sont venus à temps plein commencer à me filer un coup de main sur la chaîne, notamment un monteur et puis ensuite j'ai eu un assistant qui m'a aidé sur certaines tâches. Les monteurs et cadreurs ne tardent pas à faire leur apparition pour décharger les youtubeurs du travail fastidieux ainsi que des agents. Ces derniers seront chargés de gérer les opportunités offertes aux vidéastes
et en particulier les sponsors. Or, c'est comme ça que l'entreprise se rémunère. Elle prend un pourcentage sur les revenus AdSense, donc YouTube, des créateurs, mais également une commission s'élevant à plus d'un quart sur les placements de produits. Webedia a donc tout intérêt à ce que Squeezie, Cyprien et Norman fassent un maximum de partenariats, car c'est là-dessus qu'ils font leur plus grosse marge. Squeezie s'était d'ailleurs plaint des partenariats sur les produits laitiers dans son documentaire. On peut se douter que c'est probablement Webedia qui l'a incité à le faire. C'est ce qui explique l'arrivée massive de sponsors, comme le souligne une étude de Patrick Vendero à ce propos en 2016. Si l'arrivée des agences est assez peu visible à l'écran, en coulisses, ça change tout. Pour la première fois, le youtubeur vit de sa passion, mais même fait vivre d'autres personnes qui dépendent de lui. Et les agences permettent aux youtubeurs de continuer à se retrouver, créant une synergie exceptionnelle. Sur ce modèle, de plus en plus de nouvelles agences vont voir le jour durant cette période, certaines se spécialisant dans certains secteurs de YouTube. Servant d'entremetteurs pour les marques, elles bénéficient de l'explosion considérable des budgets alloués au marketing d'influence. C'était le jour où j'ai reçu un mail de Melty, et là j'ai tout de suite mis au courant mes parents. Je me suis dit oula, qu'est-ce qu'ils me veulent, enfin c'est qui et tout, et on a eu un rendez-vous avec du coup un des dirigeants de Melty à l'époque. Ils ont voulu que je sois directement sous leur maison, on va dire comme ça. Et c'est là où les choses ont pris du sérieux, où j'ai commencé à faire beaucoup d'allers-retours entre Paris, Saint-Etienne. Et où il fallait aussi, j'étais chroniqueuse pour fan2.fr. C'est là où, sans me rendre compte, j'étais en plein dedans dans le milieu du travail. Mais pour être honnête, même en 2018, ce n'est presque que le début de ce qui va devenir une industrie à part entière. Grâce à l'appui des agences et de leurs collaborateurs, les créateurs et créatrices ont pu en profiter pour diversifier leurs activités. Cette envie de s'étendre au-delà de YouTube s'est très vite fait ressentir. Est-ce que vous vous souvenez par exemple des applications de youtubeurs ? Cyprien en avait notamment une avec toutes ses vidéos qu'on pouvait lire depuis YouTube, un filtre personnalisé ainsi qu'une soundbox avec des phrases cultes. Mais si on parle de diversification, comment ne pas parler des livres de créateurs et créatrices? Et encore une fois, ce sont les youtubeuses qui ont été assez précurseuses sur la question. En avril 2015, Natou sort Icon, une sorte de parodie de magazine de lifestyle féminin. L'occasion pour elle de faire la tournée des médias, visiblement encore très sceptique face à son succès en ligne. Mais surtout l'occasion de vendre pas moins de 100 000 exemplaires en l'espace de quelques semaines. Une réussite exceptionnelle qui sera suivie par une autre youtubeuse, Enjoy Phoenix. En mai de la même année, elle publie Enjoy Marie, un livre dans lequel elle se confie sur son quotidien et ses souvenirs du collège et du lycée pour conseiller son audience à traverser cette période difficile. Pareil, ça devient un best-seller. Et si avant 2015, des youtubeurs comme Axolot avaient sorti des ouvrages, c'est vraiment devenu un phénomène de mode à ce moment-là. C'est simple, derrière chaque semaine, un nouveau youtubeur annonçait son livre. Y penser, les questions cons, que marre, Andy raconte, Caroline et Safia, Je ne suis pas jolie, Doc7, Fabien Olicard, top 10, maintenant tu le sais. Ce projet-là, depuis fin 2014, on avait ce projet de faire un livre avec des conseils. Depuis vraiment un moment, et c'est, donc comme on l'a dit sur la chaîne de vlog, c'est à partir de fin août quand Hachette nous a proposé de le sortir qu'on s'est dit waouh quoi, et on l'a écrit depuis octobre. Et évidemment, en 2017, le livre de Squeezie, intitulé Tourne la page, qui, lui, aura aussi valu de se confronter aux incompréhensions des présentateurs télé. Difficile de dire ou de savoir avec certitude s'ils ont tous connu le succès de leurs prédécesseurs, mais il est toujours bon de rappeler que plusieurs milliers d'ouvrages vendus, c'est l'équivalent d'un best-seller dans le domaine. Enfin, je crois que j'étais dans une bibliothèque, mais à l'époque, il y avait beaucoup de bouquins qui sortaient, enfin, c'était surtout, je sais pas, une sorte d'accomplissement ou un truc comme ça qui faisait que tu sors un bouquin, t'es un peu plus reconnu dans l'espace public, je sais pas. Du coup, je sais que j'avais des bouquins de Doc7, des questions cons. Il y avait aussi des BD, la BD de Wankill, la BD de Absol, Sir Gibbsy et Antox Collaboration. Mais surtout, c'était l'objet un petit peu collection qui se reflète aussi sur les vêtements, du coup, que ce soit même entre les figurines, des jeux vidéo, il y a des trucs des youtubeurs. Et ce n'est pas le seul champ que les youtubeurs ont pris d'assaut. En 2015, Norman, alors encore au zénith de sa popularité, annonce se lancer dans le stand-up. Ce qui aurait pu et peut-être dû être une catastrophe se transforme en réussite phénoménale. Accompagné par Kader Aoun, qui est derrière le Jamel Comedy Club ou encore la série H, il va faire une tournée des zéniths en remplissant les salles partout en France. D'autres créateurs vont également effectuer ce pas de côté. MrV et Hugo tout seul forment toujours en 2015, décidément, le Whoop, un collectif qui réunit plusieurs stand-uppers pour faire à la fois de la scène, mais aussi des sketchs sur YouTube qui vont cartonner. On a alors affaire à l'illustration parfaite du concept de migration du chant, tel que théorisé par le chercheur Olivier Dressens dans son article sur la culture des célébrités. Il souligne qu'un des facteurs majeurs de la célébrisation
est la migration, à savoir la capacité des individus à développer d'autres activités professionnelles grâce au capital célébrité qu'elles détiennent. C'est intéressant car ça met déjà en évidence que la célébrité est un capital, comme l'est le capital économique ou culturel, et qu'à ce titre, il est possible de l'utiliser de différentes manières et de le convertir dans différents champs. Mais surtout, ça montre bien que les youtubeurs ont enfin accédé à la célébrité. Loin d'être simplement des gros poissons dans une petite mare, ils ont désormais le capital célébrité pour s'extraire de leur champ et venir s'imposer dans d'autres champs comme la littérature ou le stand-up. D'ailleurs, Olivier Dressens souligne que cette migration est souvent bidirectionnelle. On voit donc des youtubeurs devenir stand-uppers, mais aussi l'inverse, comme Pierre Cross ou Fabien Olicard, encore eux, qui ont d'abord débuté sur les planches avant de se lancer sur YouTube. Enfin, le chercheur met en garde sur les limites de cette migration, notamment dans des champs qui requièrent des compétences ou une légitimité spécifique. Et des échecs de migration, les créateurs en ont connu. Difficile de le considérer comme un échec, puisque sur le moment ça a bien fonctionné, mais l'application Nope Quiz de Cyprien n'a pas réussi à perdurer. De même pour l'application Time Jump du Tatou ou le jeu Fuse Cat lancé par Poisson Fécond en 2016. Et aussi, le champ qui continue à faire défaut aux créateurs de contenu sur YouTube aujourd'hui, c'est bien sûr le cinéma. Sur YouTube, à cette époque, la fiction continue de survivre, en partie grâce au tournant de Cyprien qui se met à publier des courts-métrages rencontrant un vrai succès, ou encore la sortie du film Les Dissociés par Suricat. Sur grand écran, c'est beaucoup plus difficile. L'échec cuisant de Pas Très Normal Activité a laissé des traces, et les youtubeurs se contentent désormais de caméos ou de films de second rang. En 2017, pourtant, le film Le Manoir parvient à sortir en salle. Au casting, on y retrouve Kemar, qui a aussi écrit le scénario, Natou, Mister V, Vincent Tirel, Jérôme Niel ou encore Ludovic. Produit par Gaumont, il s'agit encore d'une parodie de film d'horreur qui est tout de même interdite aux moins de 12 ans, ce qui est ambitieux vu le public de l'époque. Et c'est loin d'être une réussite. Le film réalise 200 000 entrées et les critiques sont tièdes, voire mauvaises. On n'est pas tout seul. Je l'ai vu, il avait des grandes cornes. Des grands yeux. Depuis, le cap du cinéma n'a toujours pas été franchi. En tout cas, il est intéressant de se pencher sur cette diversification parce qu'elle n'intervient pas par hasard. Elle est liée à l'obtention d'un capital célébrité, l'arrivée d'équipes pour encadrer les créateurs, mais aussi par une volonté d'obtenir une forme de légitimité de la part des youtubeurs, encore vus comme de simples amuseurs pour enfants, en s'exportant dans d'autres champs plus légitimes comme celui des librairies ou du 7e art, les vidéastes espèrent prouver que leur succès ne repose pas que sur des cuts et des zooms. Un exercice pas inutile mais qui s'avérera tout de même assez vain en ce qui concerne le gain de légitimité. Cela permettra simplement de rendre plus concret leur succès auprès des personnes extérieures. Et surtout, si cette volonté de se diversifier apparaît, c'est parce qu'à cette époque, le métier de youtubeur est encore inconnu et précaire. Comme le démontre l'article de recherche Platform Dependent Entrepreneurs, Power, Asymmetries, Risks and Strategy in the Platform Economy, les vidéastes sont dépendants de YouTube dont le futur est encore incertain. Élargir son champ d'activité est aussi une manière d'assurer ses arrières pour une génération qui a souvent foncé tête baissée dans cette opportunité. De par le côté que j'ai fait une école de commerce aussi, ça a dû me façonner l'esprit en me disant c'est cool d'avoir différents canaux de revenus, comme ça si YouTube se casse la gueule, il y a l'application ou d'autres sources de revenus qui peuvent assurer le coup, ou alors si j'en ai marre de faire des vidéos YouTube, je peux me tourner vers d'autres business qui peuvent m'aider et m'apporter pour continuer à m'épanouir dans ce que je fais. Et aussi je travaille du coup en famille avec mon père, ma mère, ma soeur et d'autres employés super compétents avec qui on travaille. Et c'est vrai que mon père a pas mal ce côté entrepreneuriat, et mes parents du moins, parce que tout seul, je vais être honnête, j'aurais gardé YouTube, peut-être que j'aurais fait des compléments alimentaires parce qu'on travaille avec une marque, mais j'aurais pas pu aller humainement plus loin, c'est sûr. Et je me souviens que c'était mon agent de l'époque qui m'avait dit faudrait que tu penses à peut-être faire autre chose que des vidéos, enfin des choses que les gens peuvent avoir avec eux, tout ça. Et on était venu ce concept de boutique. Alors je pense que de moi-même j'aurais pas spécifiquement eu l'idée, tu vois, parce que j'étais vraiment dans mes vidéos et c'est tout. Je m'étais dit pourquoi pas, on va le faire. Donc je l'avais fait, mais accompagné du coup de mon agence à l'époque. Je pense que c'était cool, tu vois, les gens étaient super contents de le faire. Aujourd'hui avec du recul, franchement c'est pas quelque chose que je ferais, tu vois. Et à l'époque, ça marchait bien, tu vois. Étrangement, je me suis dit, bon, si allez, on vend 3 t-shirts, c'est très bien. Non, franchement, ça marchait vraiment bien. C'était sympa, mais c'est tout, quoi. Et c'est renforcé par la conjoncture économique de la plateforme qui rencontre des soubresauts à ce moment-là. Du côté des créateurs mainstream, le développement économique est désormais florissant. Mais pour le reste de YouTube, c'est plus compliqué. La mise en place d'un vrai système de rémunération ne se fait pas sans secousse et participe à modeler le contenu proposé et surtout le contenu mis en avant par la plateforme. Deux problèmes vont surgir. Le premier est Content ID,
le logiciel de détection des droits d'auteur. Créé en 2007, il scanne automatiquement chaque vidéo sur la plateforme pour regarder s'il existe une similarité visuelle ou sonore avec sa database. Si c'est le cas, la vidéo est bloquée ou la monétisation revient au détenteur des droits. Cela permettait de régler le principal problème de YouTube à ses débuts, comment empêcher les gens de publier du contenu qui leur appartient pas, comme un film ou un album entier par exemple. Un principe assez noble qui gagne fortement en efficacité au fil des années. Sauf que le fonctionnement est assez injuste, car YouTube refuse d'arbitrer les conflits, c'est donc le supposé ayant droit qui tranche si une contestation est valide ou non. Ainsi, tous les youtubeurs utilisant des extraits d'œuvres préexistantes dans leur contenu se retrouvent bloqués ou démonétisés, même si leur utilisation s'inscrit dans le droit à la citation. Pire, certains vont réussir à détourner le système. En 2015, le chercheur Sebastian Tomczak publie une vidéo de 10 heures avec uniquement du bruit blanc. Plus de 5 ayants droit ont réclamé des droits d'auteur dessus. Alors, même si YouTube défend un système simple et efficace, ce schéma, qui détaille le processus, montre bien l'enfer que c'est pour les créateurs de contenu. Pour éviter cela, de plus en plus de youtubeurs décident de parler de musique ou de films sans diffuser d'extraits, et changent parfois même le concept de leurs vidéos, ce qui constitue une perte indéniable pour la qualité du contenu proposé. Certaines modes meurent dans l'œuf, comme le mème du Harlem Shake, qui est rapidement devenu impossible car la musique était copyrightée. Mais ça, c'est rien à côté du tremblement de terre, je n'ai pas peur de le dire, qui va changer à tout jamais la création de contenu sur YouTube, l'Adpocalypse. Petit rappel pour ceux qui n'étaient pas encore présents sur YouTube à cette époque ou qui l'auraient oublié. En mars 2017, la presse britannique dévoile que des publicités pour de grandes marques étaient diffusées en pré-roll de vidéos YouTube au contenu et propos extrémistes. On parle de racisme, de terrorisme, bref, tout ce avec quoi une marque ne veut absolument pas être associée. Dans la foulée, c'est pas moins de 250 annonceurs majeurs qui annoncent retirer leurs investissements publicitaires de la plateforme. C'est un cataclysme. La loi de l'offre et la demande fait s'effondrer le revenu des créateurs de contenu puisque le coût par 1000, donc combien une marque paye pour être diffusée, s'écroule. Face à cette situation de crise, l'entreprise de Google réplique très rapidement. Déjà en rendant beaucoup plus difficile l'accès à la monétisation. Désormais, il faut un certain nombre d'abonnés et d'heures visionnées pour être éligible. Mais surtout, et c'est ce qui finira par convaincre les marques, en mettant en place la politique du dollar jaune. De la même manière que pour Content ID, désormais chaque vidéo sera scannée pour détecter si elle contient ou non du contenu problématique. Sauf qu'autant pour un extrait audio-vidéo c'est pas compliqué, autant pour ce qui est d'un propos ou d'une action problématique, la frontière est plus floue. En cas de doute, le coup près tombe, avec le dollar jaune indiquant que les annonces sont limitées sur la vidéo. Mais comme l'a démontré le youtubeur allemand Joer Sprav, ce n'est pas seulement la monétisation qui est limitée, c'est la visibilité entière de la vidéo qui est soupçonnée d'être impactée. Je me souviens de la vidéo du joueur du grenier qui comportait un extrait des attaques du World Trade Center et qui ne décollait pas. Il avait recréé la scène avec un avion en papier pour que sa vidéo puisse être recommandée. On voit alors immédiatement la conséquence sur le contenu de l'Adpocalypse. Une forme d'autocensure s'est instaurée chez les créateurs qui ont peur d'être démonétisés ou de perdre en visibilité. Il y a eu plusieurs écueils et clairement la démonétisation des contenus, ça en fait partie. Parce qu'il y a eu des périodes qui ont été extrêmement compliquées à ce niveau-là. Dès que moi j'abordais le sujet d'une guerre ou de quelque chose comme ça, bon, et honnêtement, quand on parle d'histoire, la guerre n'est jamais très très loin, et je me faisais démonétiser. Et c'est vrai que c'était très compliqué parce que au début, tu comptes énormément sur cet argent en fait pour réussir à finir le mois. Donc quand t'as une vidéo qui est démonétisée, c'est dramatique parce qu'en fait tu perds une partie de ton revenu quoi. Donc évidemment que ça peut toi te pousser à orienter un petit peu les sujets ou à ne pas aborder certains trucs parce que tu te dis non mais là en ce moment YouTube ils sont trop chauds, je vais pas gagner d'argent avec cette vidéo donc ça sert à rien que je le fasse en fait quoi. Ce qui est hyper triste d'un point de vue éditorial. Le chercheur Sanjit Kumar parle alors de danse algorithmique, en évoquant la précarité induite par cette menace omniprésente de démonétisation du contenu. La plateforme devient un espace avec des codes et des normes auxquels les créateurs doivent s'adapter ou qu'ils doivent dompter et esquiver. La promesse de donner une voix de la même manière à tout le monde s'éteint. Désormais, il faut apprendre à jouer avec les règles du jeu. Et certains l'ont très bien compris. Tu sais, je suis ton ami. Parce que pour moi, le vrai changement majeur, le vrai tournant pour les youtubeurs de 2014 à 2018, c'est dans leur lien avec leur public. S'il y a toujours eu un sentiment de proximité, d'homophilie avec les vlogs, comme je l'abordais un peu plus tôt, cette impression s'est développée à une vitesse grandissante
pour devenir une véritable relation. En septembre 2019, alors que je tentais d'analyser le succès naissant de Lena Situation, je suis tombé sur le concept de relation parasociale. Un phénomène psychologique très répandu qui expliquerait notre impression de proximité. En 2021, Cyrus North réalise une vidéo intitulée « Je ne suis pas votre ami » qui revient également sur ce terme et permet définitivement de le populariser auprès du grand public. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Pourquoi je considère que ça s'est développé à cette période? Et pourquoi je pense qu'on ne devrait pas forcément l'utiliser pour les influenceurs? Tout part du travail de recherche de Daniel Horton et Richard Wall. En 1956, donc bien avant YouTube et même toute forme de communication sur Internet, ils publient un article intitulé Mass Communication and Parasocial Interaction, Observations on Intimacy at a Distance. Ils évoquent alors pour la première fois ce qu'ils nomment une relation parasociale, c'est-à-dire des liens unidirectionnels entre les individus spectateurs et des personnages ou personnalités médiatiques pour qui ils développent des sentiments d'engagement, d'interactivité et de proximité. Pour eux, l'origine de ce qu'ils décrivent comme une illusion viendrait des médias de masse, donc en particulier la radio et la télévision. Le meilleur exemple a pendant longtemps été le présentateur du journal télé, apprécié par les Français à force d'une présence quotidienne dans leur vie. Il suffit de voir l'émoi collectif généré par la mort de Jean-Pierre Pernaut pour s'en rendre compte. Ces relations sont donc complètement asymétriques, mais ont malgré tout un effet très concret sur l'audience. De nombreuses études démontrent que les relations parasociales ont tendance à plus facilement influencer nos attitudes, nos croyances et même nos comportements. Cela participe même à une partie de la construction de l'identité de l'individu. Pour résumer, c'est donc une relation unilatérale, seulement du spectateur vers le personnage médiatique, non dialectique, parce que il n'y a pas de dialogue entre les deux, contrôlée par l'interprète et surtout non susceptible de développement mutuel. À première vue, ça correspond effectivement à la sensation de proximité entre les youtubeurs et leur audience. Les fans se sentent souvent proches des créateurs et créatrices sans réellement les connaître en dehors de leur représentation médiatique. Et de leur côté, les vidéastes ne connaissent pas individuellement les fans qui entretiennent cette relation. Quand Cyprien fait un podcast, on a l'impression que c'est un pote qui nous raconte une blague, alors que non, c'est juste un mec qui ne nous connaît pas, qui récite un texte écrit devant une caméra. Et si pour moi la relation dite parasociale est née aux alentours de 2014, c'est parce qu'à ce moment-là, le dispositif de YouTube et même tout le contenu sur la plateforme a accentué cette tendance. Déjà avec l'arrivée de l'application pour iPhone. Si elle est lancée dès 2007, à ses débuts, la plateforme est principalement consultée sur ordinateur. Or, le smartphone va ensuite prendre le relais et devenir assez vite majoritaire. Ça aura comme effet d'accompagner le viewer absolument partout dans son quotidien. Si les personnages médiatiques se cantonnaient auparavant au poste de télévision fixe dans le salon, ou l'équivalent avec l'ordinateur, désormais, ils partent en vacances avec nous, ils prennent les transports le matin ou s'assoient à nos côtés à la pause déjeuner. Ça, c'est un effet assez intéressant, c'est que quand tu as l'habitude de voir un youtubeur ou un créateur que tu aimes bien en vidéo sur ton téléphone, enfin du coup sur ton ordi, il est très proche de toi, tu lui fais un bisou en 50 cm, tu vois. Et quand tu le vois en vrai, tu as un sentiment bizarre de le connaître alors que tu lui as jamais parlé de ta vie. Et tu sais que lui, il te connaît pas. Et moi, je le sais, je le vis ça parce que quand je vois des collègues youtubeurs que je connais à travers les vidéos et je viens leur parler et qui connaissent pas ma chaîne, je me retrouve dans ce cas-là, tu vois. Je me sentais quand même assez proche des youtubeurs et des youtubeuses que je regardais. Je les suivais sur les réseaux sociaux, enfin par exemple sur Twitter, ils répondaient à ce que je disais. Il y avait des youtubeurs aussi américains qui me suivaient sur les réseaux sociaux, donc j'avais cette impression de proximité. Je me rappelle même que j'ai écrit à Enjoy Phoenix, tellement je me sentais proche d'elle et elle m'avait écrit en retour, j'avais une petite carte dédicacée et tout. Bon voilà, je pense que ça montre bien à quel point je me sentais proche dans un sens. En ce qui concerne le contenu, la vie privée va être de plus en plus mise en image et en scène. C'est le cas des vlogs, qui nous ouvrent les portes du quotidien des créatrices et leurs tracas, comme pourrait le faire un ami. Mais aussi des challenges et autres storytime qui ressemblent à des confessions entre intimes. Certains l'expliquent aussi par la régularité requise par YouTube, qui force les créateurs à constamment se renouveler et donc propose de plus en plus de leur vie privée. En tant que youtubeur, surtout que YouTube pousse vraiment à faire du contenu, et à l'époque je faisais 3 vidéos longues par semaine, et du coup il fallait vraiment trouver des nouveaux sujets. Dans ces nouveaux sujets, faire des FAQ, des foires en question, c'était un truc qui était assez, pas facile à faire, mais assez simple à faire, assez ludique. Et les gens en fait en demandaient, les gens voulaient en savoir plus sur nous, les gens voulaient savoir si on avait une copine, les gens voulaient savoir si on avait des animaux de compagnie, des frères et sœurs. Et du coup, en fait, la relation s'est instaurée assez simplement. J'ai pas forcé le truc. Et on voyait aussi au niveau des stats que forcément quand je faisais une vidéo tutoriel pour apprendre une pompe et je vous présente ma nouvelle copine, il y avait peut-être 3 millions de vues d'écart. C'est vrai qu'implicitement, ça crée encore plus de connexion entre le youtubeur et sa communauté. Bon, donc la relation a tout de parasocial.
Vous allez me dire, quel est le problème avec ce terme? Eh bien, en 2022, la chercheuse Shen Lu a publié une étude qui pose spécifiquement la question des influenceurs par rapport à cette relation. Et selon elle, ça va beaucoup plus loin que ça. En effet, contrairement aux stars de la télé et aux personnages de fiction, les youtubeurs offrent des formes de réciprocité, d'interaction et de co-construction du contenu qui en feraient une relation transparasociale. Pour la première fois, le lien n'est pas complètement unidirectionnel, avec par exemple des vidéos réponses aux questions qui vont se servir des commentaires ou des messages des abonnés pour y répondre. Certaines vidéos challenge découlent même directement de propositions faites par le public. De plus, on observe une adresse directe à l'audience, voire un tutoiement au moment de répondre aux messages ou aux commentaires qui va sortir de la simple illusion traditionnelle. Les créateurs vont aussi essayer de récompenser leurs abonnés en offrant des cadeaux ou avec des concours. Lorsqu'ils produisent des vidéos, les youtubeurs vont prendre en considération ce lien particulier et vont même jouer dessus en se dévoilant de manière quasiment inédite dans l'histoire des médias. La notion de relation transparasociale permet de souligner la spécificité de cette illusion de proximité propre aux créatrices et créateurs de contenu. Il y a un gap de toute façon entre comment on le vit aujourd'hui à l'ère d'Internet et comment ça a été développé et théorisé. C'est vrai qu'il y a un tel niveau de parasociabilité, j'ai envie de dire, avec un tel niveau d'interaction. Déjà, on leur montre beaucoup plus de vie privée que voilà, ce qui pouvait être fait avant avec des stars de cinéma, par exemple. Avant, c'était à la télé ou dans un livre. Là, c'est dans des réseaux qu'on utilise à titre perso pour nos potes. Dans le même espace, on a les gens à qui on parle, genre nos potes, et on a un créateur ou une créatrice qu'on n'a jamais vu et à qui on n'a jamais vraiment parlé. Donc c'est vraiment... tout est fait pour créer cette proximité qui est fictive, quelque part. Shen Lu décrit alors une relation collectivement réciproque, interactive asynchrone et co-créée entre les influenceurs et leurs abonnés captifs. D'ailleurs, elle révèle un biais positif sur les habitudes de consommation en raison de cette relation dite transparasociale. Cette dernière va alors se matérialiser petit à petit et à différents niveaux. La première, ça va être les rencontres dans la vraie vie avec les abonnés. Elles prennent différentes formes. Dans un premier temps, il y a les rencontres informelles, dans la rue, au magasin ou au restaurant. C'est un moment toujours étrange, car c'est ici que l'asymétrie de proximité se fait le plus ressentir. Personnellement, ça m'est pas souvent arrivé, mais effectivement, à chaque fois, j'avais cette sensation bizarre d'avoir en face de moi une personne qui me connaît, qui me reconnaît, mais que je devrais reconnaître, mais dont j'arrive pas à me souvenir, et j'hésite toujours sur est-ce que c'est une personne que je connais mais que j'ai oublié, ou est-ce que c'est une personne que je connais juste pas du tout. Une formalisation de ces rencontres s'opère avec ensuite l'organisation de meet-up ou rencontres abonnées. Ce sont des événements organisés par les créateurs directement, où ils convient leur audience pour prendre des photos et discuter. Bonsoir. Donc là, en fait, donc on a fini la FAQ, on va faire, on va faire les dédicaces. Donc là, il y a les filles qui sont en bas. Voilà, coucou les amis. Il y avait à l'époque beaucoup de meet-up, donc les meet-up c'était le moyen le plus direct et c'était le moyen que je préférais vraiment parce que le premier souvenir c'était au Parc des Souris, il me semble, à Paris, Montsouris. C'était avec Wivy, Antonin, Théo, Johanna et Tatiana. J'espère avoir oublié personne, vraiment. C'était je crois en 2015, 2016, enfin l'époque, les prémices et ça m'avait choqué. Genre vraiment jusqu'à après sur Twitter il y avait un TT ou j'en sais rien, enfin ça m'avait dépassé. Je m'attendais pas, déjà je m'attendais à avoir 10 personnes max. Mais voir une file, enfin après avec du recul je me dis mais what? Tu sais je pense qu'en tant qu'humain on n'est pas prêt à recevoir autant d'attention je pense. Ça permet de fédérer la communauté et briser cette barrière du parasocial et créer un sentiment d'appartenance. Au même moment, de nombreux créateurs vont même donner un nom à leurs abonnés. Le problème c'est que ces événements vont rapidement dépasser les attentes et les capacités des vidéastes. Lors de certains meet-up, ce sont des centaines voire presque des milliers de jeunes qui se retrouvent dans l'espoir de rencontrer leur star du web. Ainsi, un meet-up organisé par Emma Cake-Up tourne même au drame avec des mouvements de foule et l'incapacité de gérer le monde présent. Alors, ce sont les conventions traditionnelles qui vont reprendre le flambeau. Parmi les acteurs de la pop culture ou les dessinateurs de comics, on peut retrouver des créateurs en vogue qui proposent des dédicaces et photos à la chaîne pour leurs plus grands fans. Une convention dédiée aux youtubeurs et youtubeuses prend même vie, les Video City Paris. En 2015, l'événement est organisé à Porte de Versailles par Mixicom, qu'on a abordé plus tôt. On parlerait d'un budget de près d'1,5 million d'euros et la présence de toutes ou presque les stars de la plateforme. Le succès fut énorme, avec un engouement qui dépassera rapidement l'organisation sur place. Encore une fois, on retrouve les mouvements de foule et débordements. Les créateurs sont même filmés à leur insu, dans l'espace détente qui leur est dédié, où ils sont encerclés par les abonnés et suivis jusqu'aux toilettes.
l'édition aura lieu avec toujours des gardes du corps pour escorter les youtubeurs d'un stand à l'autre. J'ai du coup, au premier abord, j'allais à la Video City Paris, j'y suis allée en tant que abonnée en 2016, je crois. Et oh mon dieu, ça m'avait rendu folle, genre hystérique, de voir les gens dans la vraie vie, tu vois. Donc j'ai compris ce que ça faisait déjà. J'avais fait un podcast que j'ai mis en vite en privé parce que c'était la honte. J'étais en mode il m'a fait un autographe et tout, vraiment fangirl 15 000. Ensuite, quand c'était à mon tour d'être en convention, bah franchement, moi j'ai trop aimé. C'était vraiment super facile. En fait, c'est ça. T'as des abonnés, ils vont te donner de l'énergie. Ils vont arriver, ils ont le sourire, ils parlent. Et puis parfois, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait des conventions où vraiment c'était trop dur. Parfois, ils te faisaient venir et puis il fallait que tu restes pendant je sais pas combien d'heures en meet and greet. Mais tu sais, tu vois des centaines de visages, tu parles à des centaines de personnes, tu dis bonjour des centaines de fois. En plus, moi, je faisais la bise à tous mes abonnés. Genre, paye, à chaque fois, je repartais avec une bronchite. Et eux aussi, sûrement. Enfin, moi, je l'avais trop mal vécu, la Video City. Je l'avais jamais montré, tu vois, mais je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, je suis vraiment pas fait pour ça, quoi. Enfin, il y a trop de gens qui crient, trop de gens qui hurlent, c'est n'importe quoi. Enfin, moi, ça m'avait plus traumatisé, tu vois, que ça m'avait fait du bien à l'ego, quoi. Très franchement, c'était très particulier. Je pense, avec ce qu'on faisait, nous, les gens s'accrochaient plus à ta personnalité et tout ça, un peu comme, je vais pas dire une télé-réalité, mais tu vois, ils s'accrochaient beaucoup plus à la personne qu'au contenu, en fait. Nous, on faisait plein de types de contenus et on savait que les gens, bah, ce qu'ils venaient voir, c'était, bah, comment, est-ce que tu vas être drôle, est-ce que ça va être machin. Et aujourd'hui, je pense que c'est moins le cas, tu vois. Je pense que les gens, ils ont plus l'habitude des youtubeurs. Mais à l'époque, c'était un peu beaucoup quand même. La Video City amorce, selon moi, une nouvelle tendance. L'arrivée d'une dualité qui ne fera que de se renforcer. À savoir, d'un côté, la starification des youtubeurs qui deviennent de véritables célébrités à part entière pour certains. Ils sont des idoles pour les jeunes, au même titre que le dernier artiste à la mode. Et de l'autre, le maintien et le renforcement de ce sentiment de proximité avec la relation transparasociale qui se voit augmentée par des réseaux sociaux comme Twitter et surtout Instagram, où les influenceurs y exposent encore plus de leur vie privée et quotidienne. Et du coup, durant les conventions ou ce genre de choses, bah, c'est vrai que c'est marrant de voir des gens qui arrivent que tu n'as jamais vu de ta vie et pourtant qui sont là et qui te font des blagues ou qui te font des références à des vidéos en mode ah ouais, tiens, à Milan, tu te rappelles pendant l'Instagram Contrôle ta vie quand t'avais acheté ce truc là et tout. Et même moi, je suis là et je me dis mais je me rappelle pas de ça, mais normal parce que ils connaissent les vidéos alors que moi je les produis et ça a un mood un peu différent. Mais c'est une sensation qui est étrange quand même. Enfin, je sais pas comment expliquer. À l'époque, il n'y avait pas encore cette reconnaissance qu'il y a maintenant par rapport aux youtubeurs, un peu cette image star. Alors, pas moi, hein, moi je me considère pas du tout star ou quoi que ce soit, mais tu vois, genre les youtubeurs vraiment en mode top 10, Squeezie, les Situations, tout ça. Maintenant, ça paraît évident, mais à l'époque, ça avait encore ce truc de ouais, c'est mon pote. Enfin, même maintenant, ça l'est toujours. Donc, du coup, quand t'as un Amixem qui est en train de te faire une vidéo sur l'Islande ou je sais pas quoi, en train de te parler de ça, tu te sens proche de lui parce que c'est pas comme si c'était un programme à la télé où tu sais que c'est visionné par des millions et des millions de personnes. Et moi, je pense que c'est ça qui a beaucoup joué à l'époque. Cette schizophrénie rend encore plus difficile à appréhender pour l'audience les interactions avec leurs créateurs. Faut-il tutoyer, vous voyez, appeler par le prénom, le pseudo, demander un autographe, une photo ou ne rien dire de peur de déranger? C'est une des raisons qui explique que les youtubeurs sont probablement plus arrêtés dans la rue que les stars. Mais ouais, j'ai déjà fait des sortes de conventions, rencontres de youtubeurs, les vieilles reliques. Alors, j'ai payé pour ça, je tiens à dire. C'était un peu genre qu'à Disney t'as des fast-pass, bah là c'était les fast-pass photos instantanés. Après bah au final leur parler, je viens de leur dire, mais c'était plus pour rencontrer un peu, pour rencontrer les gens, ça faisait un petit peu quelque chose. Comme une envie de passer la frontière, je sais pas. Pas que c'était quelque chose d'important, mais quelque chose qui me tentait bien, enfin j'avais l'opportunité, donc je me suis dit vas-y pourquoi pas. C'était vachement bizarre où t'as l'impression que tu pouvais leur dire des trucs comme si tu écrivais un commentaire, et au final bah t'étais un pauvre gars parmi des centaines de milliers d'autres, donc bon je sais pas si la relation était très réciproque. Ce sentiment étrange, certains vidéastes vont en tirer profit pour le pire. En août 2018, Squeezie, alors devenu entre-temps le youtubeur le plus influent de France, fait un tweet qui va provoquer un séisme dans le milieu et au-delà. Il dit « Les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit. La vérité finit toujours par éclater. La vague MeToo venait de frapper le monde du cinéma et quelques témoignages commençaient à sortir sur des personnalités du web. Mais ce tweet va déclencher un hashtag Balance ton youtubeur, directement inspiré de Balance ton porc. Des dizaines de jeunes filles, principalement, vont alors prendre la parole pour dénoncer les agissements toxiques, voire légalement répréhensibles de youtubeurs qui se sont servis de leur notoriété pour draguer ou obtenir des faveurs sexuelles de jeunes fans, parfois
et souvent mineurs. Ces derniers se sont alors servis de la relation transparasociale avec l'audience pour laisser penser à un lien horizontal entre eux et les jeunes fans ciblés. Or, il s'agissait d'un véritable rapport de domination, le plus souvent en raison de l'âge, mais aussi de la notoriété du créateur. Les mécanismes à l'œuvre sont bien souvent les mêmes, avec la volonté de donner l'impression à l'abonné qu'elle est spéciale, cultiver le secret de la relation, puis la ghoster en temps voulu pour créer le manque. Les récits font froid dans le dos. La presse s'empare de l'affaire avec un intérêt qu'on est obligé de saluer, mais qui sert aussi tout un discours de critique à l'encontre de ces figures déjà contestées par les médias traditionnels. De gros youtubeurs vont se trouver ébranlés par le scandale. Experiment Boy, mais surtout Norman, qui est alors parmi les têtes d'affiche sur la plateforme. Squeezie s'excuse alors dans un premier temps, en revenant sur son propos, expliquant que ne pas avoir donné de nom avait mené à une forme de chasse aux sorcières. Il évoque notamment Norman, qu'il disait ne pas du tout viser. On apprendra après que ce mea culpa n'en était pas vraiment un, et que Lucas avait reçu de nombreux appels, notamment au sein de Webedia, où ils étaient tous les deux pour lui dire de disculper son collègue. Depuis, il a réaffirmé avoir eu raison de faire ce tweet, et l'étau s'est resserré autour de Norman. Des victimes ont témoigné à visage découvert, et il a été mis en garde à vue pour viol et corruption de mineurs en décembre 2022, avant que l'affaire soit classée, comme trop souvent, sans suite. Un scandale qui éclaboussera tout le milieu des créateurs de contenu, mais qui aura eu le mérite de lever le voile sur des abus inacceptables. De 2014 à 2018, les youtubeurs prennent une autre dimension. La plateforme sort de la niche et commence à toucher le grand public. La période est marquée par l'éclosion d'une toute nouvelle génération de créateurs et de nouvelles tendances. Les youtubeurs unissent leurs forces et tout le monde bénéficie de ce qui pourrait être considéré comme un âge d'or. Au début, c'était tellement nouveau qu'en fait, on avait besoin les uns des autres. C'est-à-dire que, ok, on m'a contacté pour tel truc, je sais pas comment, qu'est-ce que je dois dire, ça se vend, ça, c'est combien, t'as quoi comme caméra, toi, putain, elle est trop bien ton image, ah, on peut faire des tournages en extérieur, ouais, vous faites comment? Il y avait ça, il y avait aussi globalement moins de créateurs et créatrices, beaucoup moins. Il y a des commentaires avant, c'était, est-ce que vous avez une bonne vidéo à nous mettre sous la dent, quoi? Que vous avez des créateurs à nous conseiller? Impensable aujourd'hui. Une époque où le métier commence à se structurer et à se légitimer, comme en témoigne la hausse des moyens humains et techniques investis dans chaque nouvelle vidéo. On voit émerger de plus en plus de projets d'une ampleur sans précédent, amorçant sans le savoir la prochaine révolution de la plateforme. On avait l'habitude des vidéos en studio ou alors toute la génération des podcasters où du coup bah t'as juste l'habitude de voir des gens dans leur studio, dans leur décor en train de faire des vidéos, enfin c'était pas des décors à l'époque, c'était la chambre tu vois. Et ouais là tu vois, t'as déjà plus une vague de youtubeurs qui partent directement, c'est un peu con à dire mais dehors, qui vont dehors et puis même qui découvrent des activités et toi tu les découvres en même temps qu'eux, donc avec le format des vlogs notamment, et je pense que c'est ça qui a créé la proximité avec le public. Non, bah moi je pense que ça a été le tout début de la période où les prods et tous les organismes entre guillemets ont commencé à s'intéresser à ce milieu-là. Puis il y a eu c'était le tout début de tout ce qui était network et où tout a commencé à devenir un peu plus grand quoi. Je pense que c'est un peu la jeunesse de tout ce qui est aujourd'hui un peu généralisé sur YouTube, tu vois, les énormissimes prods et tout ça. Je pense que en fait c'était le tout début à cette période. C'est un peu naïvement, je me rendais pas vraiment compte que, je me suis rendu compte plus tard que tout ça se professionnalisait. Enfin, par exemple, la vidéo du joueur du grenier sur Harry Potter, je me rendais pas compte que c'était une équipe technique énorme derrière, ou quand Squeezie fait le rap battle Overwatch, je me rends pas du tout compte que derrière c'est une vidéo commandée par Blizzard avec toute une équipe de réalisation derrière. Enfin, j'avais pas vraiment, on va dire, les notions où je me rendais pas compte ce qu'il y avait derrière la caméra. Pourtant, il ne faudrait pas idéaliser cette période pour autant. C'était un peu l'envolée, c'était le moment où il y avait une hyper croissance. Ouais, ça roulait bien, il y avait beaucoup d'abonnés, tu te disais waouh, tu avais peut-être parfois du mal à te projeter, te dire jusqu'où ça va aller. Mais bon, ça a relativisé parce que de toute façon, avec le temps, on oublie toujours les trucs, les tracas et on se souvient des choses positives. C'est pour ça que les gens ils se disent ouais, les périodes d'avant c'était toujours mieux. Mais mes fesses, tu te souviens pas de la réalité. Et c'est pour ça on a parfois une douce pensée en fait pour notre enfance ou adolescence, et en vrai non, c'était pas si ouf que ça. L'argent qui afflue sur le site attire des personnes pas toujours très bien intentionnées, avant tout en quête de buzz et de revenus faciles. Dans le même temps, la pression algorithmique et des abonnés commence à peser de plus en plus sur les vidéastes. Certains décident même de se mettre en retrait. Également, les youtubeurs vont consciemment ou non se rapprocher de leur audience. Une relation transparasociale complètement inédite va voir le jour, offrant un pouvoir de prescription sans précédent. Ce pouvoir est dans un premier temps utilisé pour faire la promotion de marques à travers l'arrivée des placements de produits permettant de soutenir
des coûts de production toujours plus importants, bien accompagnés par l'arrivée des agences. Mais cette relation est aussi utilisée à mauvais escient pour manipuler leur jeune audience en mettant en avant des messages ou des valeurs problématiques ou carrément commettre des crimes et des délits en toute impunité. La période aura donc vu naître une relation complètement inédite entre les youtubeurs et leurs abonnés, mais aussi les conséquences et les problèmes qui peuvent en découler. On pourrait alors penser que c'est le début de la fin pour les créateurs de contenu. Surmédiatisation, burn-out, scandale, mais peut-être qu'en fait, c'était simplement la fin du début. Salut, la petite histoire que je vais vous raconter aujourd'hui parle d'un homme qui a marqué son époque dans un registre très particulier. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est confinés. McFly, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Trop souvent, j'avais l'impression d'avoir écrit un texte de merde. Salut, c'est Océane. Devant moi se trouvent 5 mecs qui prétendent être en couple avec Léna. Au pied du mont Everest. Non, stop. Lucas m'a enlevé de sa vie. J'ai besoin d'une pause, d'où le titre. Merci énormément d'être resté jusqu'au bout de ce documentaire. N'hésitez pas vraiment à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à commenter. Ça a été un énorme travail. Merci à tous les participants. Merci à Mademoiselle Gloria, à Sunsub, à Thibaut InShape, à Nota Bene, à Théo Gordy, à Cyrus North, à Neoxy et à Poisson Fécond. Merci à Johan, Clara et Valentine. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Comme je vous ai dit, ça a été un énorme travail de plusieurs mois. Ça fait quasiment 6 mois que je suis dessus. Le meilleur moyen de me soutenir, c'est de partager la vidéo. Simplement une story, un post, un tweet, un envoi à un pote. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo un peu plus chill et je l'espère pour la 3e et dernière partie de cette fabuleuse histoire des youtubeurs en France. C'était Adam Bros. Ciao.